rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette deuxième séance des rencontres du RT14 qui sera consacrée aux médiations à destination des enfants en compagnie de Florence Eloi et Thomas Legon et qui sera animée par Clémence Perronnet et moi-même, Élodie Homel. Donc un mot concernant le séminaire pour commencer. Avec le bureau du RT14 de l'AFS, on a souhaité mettre en place un rendez-vous régulier consacré à l'actualité de la sociologie des arts et de la culture sous un format interactif avec une partie interview d'auteurs ou d'autrices de publications récentes et un temps de discussion. Et afin d'être accessible au plus grand nombre, les échanges sont enregistrés pour être ensuite diffusés en ligne. Après une première séance autour du dernier ouvrage de Philippe Coulangeon, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florence Eloi et Thomas Legon pour parler de l'ouvrage intitulé « Comment la culture vient aux enfants, repenser les médiations » qui est paru récemment dans la collection Questions de culture du ministère de la Culture. Concernant le programme de l'année prochaine, il est actuellement en cours de finalisation et nous le communiquerons d'ici le début de l'été. Bonjour tout le monde, je suis Clémence Perronnet et j'accueille aujourd'hui Florence Eloi et Thomas Legon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Thomas Legon, vous êtes docteur en sociologie et rattaché au CERLIS à Paris. Et Florence Eloi, vous êtes également docteur en sociologie et pour votre part, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à Paris 8. Et tous les deux, vous avez contribué à l'ouvrage sur lequel nous discutons aujourd'hui, qui s'intitule « Comment la culture vient aux enfants ». Et c'est un livre qui est consacré à l'analyse des médiations à destination des enfants. L'ouvrage a été dirigé par vous, Florence Eloi, mais il est signé Collectif Médiation. Et derrière ce nom, c'est intitulé, en fait, se cache une équipe de 8 chercheuses et chercheurs, parmi lesquels on trouve Stéphane Bonnery, Samuel Colavou, Rémi Delipert, Frédéric Giraud, Muriel Mille, Véronique Soulet, et bien sûr Thomas Legon et Florence Eloi. Il s'agit d'un livre qui s'appuie en fait sur un gros travail empirique, puisqu'il y a 8 terrains de recherche, 8 terrains d'enquête sur des actions et sur des œuvres culturelles, avec la particularité que ces actions, elles ont des degrés de légitimité assez variés. Donc on va trouver dans les terrains des dispositifs autour de la musique orchestrale, un théâtre pour le jeune public, des musées d'art, mais également un musée virtuel sur Internet. Donc tout ça, ce sont des terrains qui se situent plutôt du côté de la culture légitime. Et puis, on a des terrains dans une position intermédiaire, donc par exemple les albums de littérature jeunesse, et puis une action qui a été menée dans des cinémas, et enfin une série de romans à destination plutôt d'un public adolescent. Et enfin, pour représenter la culture des industries culturelles ou la culture de masse, vous avez aussi un terrain sur un feuilleton télé. Donc il y a 8 terrains, 8 objets avec ces degrés de légitimité variés, et pour chacun d'entre eux, toute l'équipe de 8 chercheurs et chercheuses a vraiment essayé et pris le parti d'analyser tous les maillons d'une chaîne de coopération culturelle, et vous en avez identifié 3, et donc vous avez étudié à chaque fois la production, l'intermédiation et puis la réception pour chacun de ces objets-là et sur ces 3 terrains. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va évoquer avec Élodie plutôt l'aspect méthodologique et puis la genèse de ce travail collectif. Oui, alors en effet, on s'est demandé quel a été le point de départ de ce travail et de ce travail collectif qui finalement est assez rare sous cette forme-là, avec ce niveau d'implication collective. Comment vous avez décidé de constituer ce collectif et d'aborder ensemble cette question des médiations? Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir présenter dans ce cadre-là, sachant que c'est le genre de format qui est quand même tout à fait rare dans la vie de chercheurs. Pour avoir vu la séance autour de l'ouvrage de Philippe Coulangeon, voilà, c'est vraiment appréciable qu'il y ait des espaces pour pouvoir
aborder autant le fond des publications. Donc vraiment merci à toute l'équipe du RT14 pour avoir mis en place ces rencontres autour des publications. Donc on a une pensée évidemment émue pour tous les autres membres du collectif, dont certains sont présents dans la salle. Et donc on va aussi essayer de parler en leur nom aujourd'hui. Donc par rapport à la jeunesse de l'ouvrage, c'est une histoire finalement qui remonte à très très longtemps, hein, puisque le début de la recherche c'est 2014. Et le départ de cette recherche, elle trouve ses origines encore bien avant, puisqu'en fait, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage auprès d'Olivier Donat au moment de l'enquête Pratique culturelle et français de 2007. Et donc, ça a été l'occasion pour moi aussi de rencontrer des gens au DEPS, de partager un petit peu leurs activités. Et c'est à ce moment-là, notamment, que j'ai pu rencontrer Sylvie Octobre, avec qui j'ai eu des premiers liens à ce moment-là. J'ai aussi entendu parler du projet L'enfance des loisirs. Et elle m'a proposé en fait de faire un second stage sur les données de l'enfance des loisirs. Et donc, j'ai pu être présente au DEPS aussi sur cette enquête-là, et j'avais les moyens de réaliser des traitements secondaires des données de cette enquête-là. Par ailleurs, il y a d'autres membres du collectif qui ont aussi eu assez rapidement des liens avec le DEPS. Et puis avec Samuel, à un moment donné aussi, on avait démarché un petit peu le DEPS pour monter un séminaire autour de la réception. Donc on avait fait toute une démarche de pré-réflexion sur le montage d'une demande de financement, etc. Et puis d'une réflexion sur la mise en place de ce séminaire-là. Et donc à un moment donné, en fait, Sylvie Octobre nous a contactés pour savoir si on aurait des propositions à faire autour de la question de la médiation culturelle. Alors c'était médiation culturelle, éducation artistique et culturelle. Donc elle m'avait sollicité sur ce point. Et puis, en fait, immédiatement, j'ai imaginé demander à des personnes autour de moi avec qui on avait des habitudes de travail en fait, qui étaient déjà très ancrées. Donc on avait notamment un séminaire de doctorants quand on était tous en thèse, et donc on avait pu beaucoup échanger en fait autour de nos thèses respectives, qui étaient toutes dans le champ de la sociologie de la culture, parfois la sociologie de l'éducation aussi. Et donc voilà, immédiatement, ça a paru évident que pour proposer quelque chose pour répondre à cette commande autour de la médiation culturelle, la solution qui pouvait être à creuser ici, c'était de réunir toutes ces personnes qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. On s'entendait très bien, on avait les mêmes cadres théoriques, on avait déjà collaboré ensemble, on connaissait très bien les travaux des uns des autres parce qu'on en avait beaucoup discuté ensemble au moment de la thèse. Et donc c'est tout naturellement qu'on en est arrivé à proposer quelque chose aussi autour de terrains qu'on avait déjà explorés les uns et les autres. Moi par ailleurs j'avais trouvé aussi un poste entre-temps à Paris 8 et j'ai aussi trouvé là-bas des collègues avec qui je partageais beaucoup en termes de recherche, d'intérêt de recherche. Et donc là aussi, c'était assez évident que ce serait intéressant de les associer au projet. Donc c'est notamment le cas de Stéphane Bonnery et de Véronique Soulet. Et donc on est parti avec cette idée-là. Bon bah voilà, si on arrive tous les 8, en fait, déjà à nous 8, on arrive avec une grande variété de terrains explorés, et ça va être un point de départ pour traiter cette question de la médiation culturelle. Par ailleurs, il faut imaginer, on est tous jeunes chercheurs, donc
Moi, j'avais un poste, mais il y avait beaucoup de gens de l'équipe qui n'étaient pas en poste. Et donc, dans le contexte de la précarité actuelle et dans la recherche de poste, en fait, il y avait aussi un enjeu fort d'obtenir un financement sur un sujet qui nous intéressait, puisque ça allait permettre aussi d'obtenir des contrats, alors pas des contrats type postdoc sur 1 an ou 2 ans, mais en tout cas des contrats de quelques mois qui allaient pouvoir aussi aider les uns et les autres à élaborer leur parcours de recherche jusqu'au moment où ils allaient trouver un poste, quoi. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que c'est arrivé. Donc voilà, peut-être Thomas, je te laisse. Oui, sur ce point-là, d'ailleurs, on peut peut-être qu'individuellement, aucun d'entre nous aurait travaillé sur la médiation. En fait, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que Sylvie Octobre est arrivée avec ce mot-clé. Elle nous a dit, bon, on m'a donné de l'argent pour faire un truc sur la médiation, je vous fais confiance pour faire un truc bien et qui ne soit pas un travail qui a déjà été fait sur des dispositifs très précis, etc. Mais on n'aurait sans doute pas fait ça individuellement. C'est-à-dire, ce livre-là, il n'aurait pas existé sans la commande. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais le terme médiation, sans doute, ne serait pas venu comme ça. C'est-à-dire, personne ne se disait, je travaille sur la médiation. Enfin, c'était quand même pas ça nos objets respectifs. Mais on avait tous quelque chose à dire dans l'équipe sur l'objet médiation. Et on avait tous des terrains qui pouvaient... soit des terrains en cours, soit des envies de terrain qui pouvaient correspondre. Donc, mais quand même, le premier appel d'air, et ça, c'est quand même un truc notable, je pense, c'est effectivement quelqu'un qui arrive avec un budget et nous qui avons besoin de travailler quand même quelque part d'une certaine manière et qui avons besoin de financement. Ça, c'était quand même un élément essentiel de ce qui s'est passé. Et je pense que les conditions matérielles dans lesquelles on fait la recherche, quelque part, expliquent aussi la genèse du livre. Enfin, au bout du compte, il y a un livre, mais sans ces conditions matérielles-là, peut-être que le livre n'existe pas. On ne sait pas encore vraiment ça, mais... D'accord. Oui. Peut-être oui, il faut aussi replacer, donc on est en 2013 à peu près, je pense au moment de la sollicitation, on est dans un moment où il y a vraiment un intérêt croissant pour ces questions d'éducation artistique et culturelle et de médiation culturelle, dans un moment de structuration aussi du champ de recherche, puisque dans les années 2000-2010, il y a eu quand même une multiplication des travaux sur ces questions-là. Et donc cette demande de Sylvie Octobre aussi, elle a replacé dans ce contexte-là et dans une volonté de penser les choses au-delà de terrains particuliers, quoi. C'est-à-dire pouvoir opérer une certaine montée en généralité, sachant qu'il y avait déjà eu un certain nombre de recherches, mais assez peu de démarches de montée en généralité, de généralisation à partir de ces terrains divers, quoi. D'accord. Et justement, sur cette question de la montée en généralité, comment ça s'est passé, l'organisation du travail collectif? Vous avez dit qu'il y avait un certain nombre de terrains que vous aviez déjà explorés. Si j'ai bien compris, vous les avez complétés avec certains nouveaux terrains. Et puis aussi, surtout, la question qu'on se pose à la lecture de l'ouvrage, c'est comment vous y êtes pris pour écrire, puisque tout a été rédigé collectivement. Donc, comment ça se passe pour rédiger de cette façon? Pourquoi vous avez fait ce choix? Et puis, quelles implications ça peut avoir et quels effets aussi sur le résultat? Alors ouais, pour commencer sur les terrains, effectivement, au moment où on a la demande qui arrive, il y en a une partie d'entre nous qui sommes déjà engagés sur des choses, et donc on se rend compte que ces terrains peuvent correspondre avec des choses qu'on est en train de faire. Donc on se sert aussi du financement pour faire des nouvelles recherches, produire des nouvelles données sur les terrains sur lesquels on est. C'était mon cas, par exemple, moi, sur le réseau de médiation dans les salles de cinéma, qui était déjà un travail que j'avais engagé. Et puis, donc, une fois qu'on dit, OK, on a déjà ces terrains-là, en fait, on avait aussi l'atelier sur la réception de Plus belle la vie, mais qui n'était pas particulièrement destiné on regardait tous les publics qui pouvaient regarder Plus belle la vie, en l'occurrence, et on était déjà presque exactement la même équipe. Enfin, il manquait quelques membres comme Rémi, Stéphane, Véronique et Frédéric qui arrivaient un peu plus tard. Mais donc on avait déjà des choses engagées. On s'est dit ça peut rentrer dedans. Et après, certains d'entre nous avaient envie de faire des terrains. Je pense à Samuel avec les musées là, qui était une sorte de déclinaison de thématiques sur lesquelles il avait déjà travaillé. Et puis il y a d'autres terrains qu'on a pensés de manière beaucoup plus ad hoc. En fait, il y en a un vraiment qui a été pensé vraiment comme qui arrivait en fait après la construction théorique, on va dire, de l'idée qui était censée être transversale et qui est celui sur Virus, les romans pour adolescents, où là vraiment donc on a monté de toutes pièces un nouveau terrain. Il y a eu un terrain théâtre aussi qui était pas monté, qui a été fait de cette manière-là.
Donc ça a été une sorte de mélange entre des choses déjà commencées, mais qu'on pouvait interpréter dans ce sens-là, en se disant ouais, la médiation au départ, puis après en voyant comment on construisait la question qui pouvait nous réunir, ensuite des terrains qu'on avait envie de faire, puis des terrains nouveaux. Et assez vite, je me souviens d'une réunion de travail où, il faut quand même rendre hommage au travail de Florence, où au départ il n'y avait pas vraiment une mission de direction de sa part, hein, mais quand même assez vite, c'est quand même Florence qui se retrouvait à coordonner un petit peu l'équipe et qui se retrouvait à s'assurer que ça avance. Tout le monde pouvait essayer de définir qu'est-ce qu'on était en train de faire. On n'était pas du tout dans une structure où on avait un directeur ou une directrice qui fixait les idées, puis ensuite des ouvriers qui faisaient le travail, quoi. On a tous construit le projet ensemble, et notamment la question, la manière de problématiser nos différents nouveaux objets, nos terrains. Et je me rappelle d'une réunion où Samuel Coavou insistait beaucoup pour dire il faut pas qu'on écrive en faisant genre un chapitre, un terrain, parce que ça va être, c'est quand même un peu pénible à lire. Et est-ce que ça a vraiment un intérêt, si on essaie de se poser une même question sur tous nos terrains, de faire ensuite un chapitre, un terrain? Et on était là genre ouais, c'est sûr, c'est vrai, t'as raison. Et en même temps, on se disait quand même, par contre, ça va être compliqué à écrire, c'est-à-dire comment on va faire exactement. Et donc la méthode qu'on a essayé d'employer ensuite, ça a été juste sur l'écriture, ça a été d'écrire chaque chapitre une fois qu'on avait déterminé un plan. Ça a été d'écrire chaque chapitre du rapport qu'on a remis au ministère à deux. On s'aidait évidemment des apports de tout le monde. Et ensuite, quand on est passé au livre, donc tout le monde devait relire les chapitres des autres. Donc si moi j'écrivais un chapitre, je devais relire un chapitre que j'avais pas écrit. Et ensuite pour le livre, on reprenait un chapitre qu'on n'avait pas écrit dans le rapport. Et donc ça nous garantissait d'essayer d'avoir un peu d'apport chacun, on va dire, sur toute l'équipe, dans tous les chapitres. Mais quand même, il faut quand même être honnête, c'est quand même pas du tout, c'est beaucoup moins facile qu'un chapitre, un terrain. Parce qu'il faut s'acculturer au terrain de tout le monde, parce qu'il faut s'assurer qu'on ne fait pas de répétition. Donc là aussi, s'il n'y a personne qui fait le rôle qu'a eu Florence en gros de coordination et de relecture, qui était quand même un travail pénible, sans doute le livre il n'existe pas, parce qu'en fait il faut l'harmoniser sur un travail comme ça, quoi, et ça se fait pas tout seul. Enfin, ça se fait pas par magie incroyablement. Donc il faut que quelqu'un relise tout et ensuite s'assure que les gens fassent les modifications dans les chapitres pour qu'il n'y ait ni des redites et que les choses soient cohérentes. Enfin voilà, donc du coup c'est quand même, à la fin on est content de l'avoir fait comme ça, et donc merci Samuel de nous avoir incité quand même à le faire comme ça, mais c'était beaucoup de travail, ouais. Et je me souviens effectivement quand on s'est orienté vers cette solution-là, on s'est vraiment un petit peu dit quand même dans quelle galère on s'embarque. C'est vraiment pas la solution la plus simple. Donc on se complique sacrément la tâche, mais en même temps, est-ce qu'on a envie de faire quelque chose dont on pense que c'est pas l'idéal, de savoir faire un chapitre par terrain. Et donc voilà, on n'a pas opté pour la facilité, mais on s'est dit que c'était une démarche qui était plus intéressante. Mais voilà, ça n'a pas été facile. Donc comme je vous l'ai dit, on a quand même commencé en 2014, et donc l'ouvrage est sorti début 2022. Donc on a sacrément usé la patience de Sylvie Octobre et Anne Jonchery, qui vraiment à la fin n'en pouvaient plus, je pense, de nous relire. Et parce que oui, là, c'est vraiment, ça prenait un temps fou. Et même entre le rapport et le moment où on a livré un manuscrit, ça a été extrêmement long. Il s'est passé 2 ans au moins, je crois. Donc c'était très très fastidieux en fait. Donc bon, aussi à un niveau personnel, j'ai eu 2 enfants, etc. entre temps, donc ça n'a pas aidé, mais vraiment le process de travail était extrêmement compliqué et laborieux. Et je pense qu'on n'aurait probablement pas réussi à le faire si on n'avait pas eu justement cette culture commune et cette proximité aussi entre nous. Et c'est à mon avis ce qui a rendu la chose possible. Sachant que voilà, écrire à 8, c'est vraiment pas simple. Donc effectivement, moi aussi, mon rôle, c'était de réussir à avoir la vision d'ensemble, parce que du coup, tout le monde relisait un peu tout, mais peut-être de manière moins systématique. Donc j'étais en quelque sorte garante de la cohérence de l'ensemble, quoi. Et du coup, il fallait que je lise l'ensemble et les différentes versions, et que je fasse des retours, etc. Même si, en fait, le fonctionnement qu'on avait décidé, c'était qu'au maximum, tout le monde relisait tout, quoi. Sachant que, du coup, par chapitre, il y a au moins 4 personnes
qui ont collaboré, si on compte la version rapport et la version ouvrage. Ce qui nous permettait aussi, on en reparlera sur la méthodologie, ce qui permettait aussi qu'on soit plus amené à être force de proposition en termes de proposition de données, quoi. Et donc ça permettait aussi que les gens qui relisent se disent bon tiens là sur mon terrain j'ai tel aspect qui pourrait être mobilisé, etc. Donc c'était aussi un moyen de discuter des données qu'on pouvait mobiliser sur chaque aspect, quoi. Le fait d'être aussi nombreux en fait à travailler sur chaque chapitre. Et vous le disiez tout à l'heure, un de vos premiers challenges, ça a été de vous approprier cette notion de médiation qui venait donc de la commande, comme vous l'avez expliqué. Et c'est vraiment ce que vous faites dans le premier chapitre, où finalement vous proposez de partir d'une définition de la médiation qui est assez large, et vous définissez la médiation comme l'ensemble, je cite, des façons d'accompagner, d'orienter, voire de contraindre la manière dont les publics s'approprient les objets culturels. Donc cette définition de la médiation, en fait, elle inclut la production et puis la réception des biens donc dans votre analyse. Donc ça englobe finalement la médiation institutionnelle ou professionnelle, mais ça va au-delà. Et en fait, la médiation telle qu'on l'a dans le contexte institutionnel ou professionnel, vous la qualifiez finalement d'intermédiation. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont vous avez construit cette définition-là? Donc on a vu que ce n'était pas forcément une évidence au départ, et puis ce qu'elle apporte ou ce qu'elle a produit par rapport aux définitions habituelles du terme, notamment dans le monde professionnel. Justement, c'est un peu le choix qu'on a fait pour se saisir de la proposition de Sylvie Octobre, la proposition initiale du fait de travailler sur la médiation culturelle, sachant que sa demande, c'était vraiment qu'on réfléchisse à comment on peut conceptualiser cette idée de médiation. L'idée étant finalement de ne pas rester forcément sur la définition institutionnelle de la médiation, d'essayer de se distancier par rapport à cette définition institutionnelle, cette définition professionnelle, on peut le dire, des médiateurs institutionnels. Et donc, assez spontanément, on s'est dit, il faut peut-être réfléchir à la dimension processuelle de la médiation, qu'est-ce que ça recouvre en termes de processus, et avec l'idée que finalement la médiation, ça pouvait être de manière très large toutes les tentatives d'encadrement de biens culturels qui étaient orientées pour une expérience positive de ce bien culturel-là. Et donc finalement, quand on s'en tenait à cette définition qui était centrée sur le processus, il n'y avait plus vraiment de raison de séparer la médiation institutionnelle d'autres types de médiation qui relèvent de cette définition-là, notamment par exemple le marketing dans les industries culturelles. Et donc voilà, ça a été un point de départ de se dire, nous on va essayer de voir ce qui peut ressembler à la médiation sur d'autres terrains que la médiation institutionnelle. Et donc il y avait vraiment ce parti-là de départ qui était fondamental. Donc ça reprend aussi des théorisations qui ont été faites auparavant, notamment chez Antoine Aignon. Donc quand même, on avait dans la littérature sociologique cet auteur qui avait eu finalement une démarche très similaire à la nôtre, puisque il a conceptualisé ce terme de médiation de manière très différente de la médiation par rapport à la médiation institutionnelle. Et d'ailleurs, le titre de l'ouvrage, c'est un clin d'œil aussi à Antoine Aignon, puisque il a un ouvrage qui s'appelle « Comment la musique vient aux enfants ». Et puis même le sous-titre « Repenser les médiations », ça va tout à fait dans le sens de la manière dont il a pu appréhender la médiation. Mais après, l'enjeu, ça a été de faire coïncider cette conceptualisation de la médiation avec notre bagage théorique, notre ancrage théorique, qui était beaucoup plus sur la sociologie de la réception, l'attention aussi au passé incorporé chez les acteurs qu'on étudiait, la sociologie de la consommation. Et donc, du
coup, ça donnait aussi une autre teinte à cette démarche-là, quoi. Et sachant qu'on essayait quand même de... Enfin, on a beaucoup de terrains qui correspondent quand même à de la médiation institutionnelle. C'est-à-dire qu'une partie de l'objectif, c'était quand même de montrer que cette médiation, elle existait sous une forme professionnelle, patentée, comme on disait à une époque là, dans l'équipe de médiation. Donc de montrer que ça existait et d'essayer d'un peu de déconstruire un peu cette notion-là, mais de montrer que c'était la même chose que dans d'autres univers où personne ne s'appelle médiateur, où il n'y a pas de fiche de poste médiateur, et où pourtant ça marche pareil, c'est-à-dire le processus permet d'éclairer les deux. Donc ça a été l'approche qu'on a eue, sachant qu'on a tout de suite commencé en se disant on ne veut pas travailler sur la médiation institutionnelle en prenant le terme indigène comme une sorte de description du réel, c'est-à-dire de faire quelque chose qui nous semblait être une erreur courante d'une partie de la littérature scientifique, où en fait les gens parlaient de médiation comme si ça existait objectivement, en reprenant en fait les termes des acteurs, quoi. Donc là, on s'est dit il faut qu'on se prévienne de ce piège-là. Et donc, quand on va parler de médiation, ça voudra dire autre chose que médiation institutionnelle. Ça voudra dire ça. Et donc, on précise tout le temps médiation institutionnelle, par exemple, ou médiation professionnelle, où on doit avoir une série d'expressions pour bien distinguer ce que c'est l'activité professionnelle qui s'appelle médiation et ce qu'on a appelé médiation comme processus. Avec vraiment l'idée que comprendre le processus permet de comprendre la profession aussi. Du coup, normalement, on imaginait. On ne sait pas si ça se produira, mais que des médiateurs pourraient lire ça en se disant mais en fait, en comprenant le processus, je peux repenser aussi mon métier, quoi. Donc repenser aussi les médiations institutionnelles, sans doute. Sachant qu'encore une fois, le fait qu'il y ait un certain nombre de recherches qui reprennent le terme de médiation dans sa conception professionnelle, c'est lié aussi au fait probablement de travailler de manière monographique, alors que nous, justement, la commande, ça a été de sortir de cette approche monographique. Et donc, ça nous a fortement incité à faire cette démarche-là. Et Sylvie Octobre et Anne Jonchery, elles étaient aussi très demandeuses en fait, de ce travail-là. Donc, elles nous ont vraiment poussé aussi dans cette direction, quoi. Et donc avec cette définition élargie, si on pourrait dire, de la médiation, vous étudiez dans 2 chapitres les professionnels de la culture à destination des enfants, qui se situent dans ce qu'on pourrait appeler une position de double domination. D'une part, culture à destination des enfants, par opposition à la culture à destination des adultes. Et puis, pour les intermédiaires en particulier, il y a en plus l'opposition avec professionnels de la médiation versus professionnels de la production et artistes. Donc on s'était posé des questions aussi sur le profil des médiateurs et médiatrices, et notamment sur l'influence que avait pu avoir la démocratisation culturelle et scolaire en France sur ces profils, et les conséquences que ça avait pu avoir également sur la médiation. Donc on voit bien que ces professionnels, ils jouent un rôle d'agent de transformation de la légitimité culturelle, qu'on peut analyser dans 2 sens, dans le sens de la vulgarisation, la diffusion de la culture savante, et puis dans le sens aussi de la légitimation de la culture populaire. Et on observe de plus un phénomène de légitimation croissant des univers culturels juvéniles. Et donc on s'était demandé, en vous lisant, qu'est-ce que ce contexte pouvait changer par rapport à la position dominée des professionnels de la culture à destination des enfants. Sur ce point-là, il y a toute une partie sur laquelle on aurait du mal à répondre, qui serait sur la dimension peut-être historique de la démocratisation scolaire et de la dimension de la culture. Enfin, il faudrait que d'autres gens aient travaillé sur des figures de ce qu'on aurait appelé médiateurs ou acteurs culturels, un peu comme nous, on va dire, pour arriver à le faire. Il y a plein d'études qui ont quelques décennies sur des choses qu'on appellerait aujourd'hui médiation ou éducation artistique et culturelle, mais plutôt sur cette dimension ménographique, donc on ne peut pas trop comparer. Ce que nous, on peut dire éventuellement, ce qui nous semblait clair, et notamment sur les terrains qui correspondaient à la médiation donc institutionnelle, c'était que les médiateurs, ils essayent effectivement on va dire que leur arme dans la lutte pour de la légitimité, c'est d'essayer de se montrer comme les plus compétents pour diffuser une vision spécifique de l'éclectisme éclairé, qui serait la maîtrise à la fois de la culture savante, ou en tout cas d'une dimension esthétique dans la culture, et
le fun, on va dire, ou une dimension participative et un côté qui serait beaucoup plus cool que l'école, on va dire. Et donc de ce point de vue-là, ils pouvaient se présenter comme plus compétents ou avec des compétences nouvelles et des compétences qu'ils voient comme eux plus efficaces que celles d'autres instances de transmission comme les conservatoires ou l'école, et donc qui était vraiment un repoussoir systématique quand même, et donc en essayant de présenter leur position comme une position en fait qui était de grandes compétences quoi. Et de fait les publics qu'on avait en face de nous, notamment quand il y avait des médiateurs patentés, donc des gens qui étaient employés en tant que médiateurs, c'était des publics que Vincent Dubois a étudié dans le livre qui s'appelle La culture comme vocation, et qui sont le produit en partie sans doute d'une forme de démocratisation des études longues, en tout cas d'une sorte de création de débouchés dans les études longues qui sont les masters métiers de la culture, on va dire, et dans lesquels en fait, tout un public pouvait trouver un espace pour scolariser ces dispositions et les transformer en compétences professionnelles. Et donc là, on retrouvait vraiment ça. On avait ce public féminin, plutôt féminin en tout cas, très diplômé, socialisé de manière très précoce à la culture dans un contexte familial, mais qui pouvait du coup ne pas tenir la position du snob et donc vraiment déployer cette espèce de compétence de l'éclectisme éclairé à fond, quoi. Donc ça, je pense qu'on aurait cette figure-là, je pense qui doit avoir un lien, mais qu'on ne peut pas prouver nous, avec des phénomènes de démocratisation dans l'enseignement supérieur plutôt que les démocratisations scolaires plus anciennes. Et puis qui transforme sans le transformer la démocratisation de la culture. Ça me semble être un truc important, c'est-à-dire que l'objectif de démocratisation de la culture, dit comme ça, en fait, il y a très peu de gens qui encore une fois, dans les terrains où il y a de la médiation institutionnelle, il y avait très peu de médiateurs qui nous disaient on est des agents de la démocratisation de la culture, justement parce que leur compétence d'éclectique éclairée leur donne l'impression qu'ils font complètement autre chose que ce qu'on faisait dans les années 60 ou 70, quoi. C'est pas les grandes œuvres, les petites œuvres. Sinon, ce ne serait pas de l'éclectisme éclairé. Et donc, le côté justement cool, fun, etc., participatif, leur donne aussi l'impression qu'ils ne font pas du tout la même chose que les institutions. Et pourtant, de fait, les dispositifs dans lesquels ils travaillent sont des dispositifs de démocratisation de la culture. Donc là-dessus, il y a plutôt une sorte d'invisibilisation des objectifs politiques liés aux formations, je pense. Oui, alors effectivement, il y a cette invisibilisation là de la démocratisation culturelle dans la médiation aujourd'hui, et donc qui fait aussi que on est face à des médiateurs qui ont beaucoup de scrupules à être dans une posture d'imposition culturelle, donc ils réfléchissent beaucoup à ça. Ils sont très anxieux aussi d'instaurer une forme de violence symbolique avec les publics. Et donc voilà, ils sont vraiment dans cette idée qu'ils vont éviter ces écueils-là, hein, et qui vont trouver d'autres voies pour transmettre la culture à leur public. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport qu'ils peuvent avoir aux institutions qui perçoivent comme plus descendantes ou plus sur de l'élitisme, une version élitaire quoi, de la culture, puisqu'ils sont vraiment dans une volonté de se distinguer de ces institutions-là et des modalités de transmission qui ont cours dans ces institutions-là. Et notamment l'école, ça a été vraiment très présent, hein, cette idée chez les médiateurs culturels que c'est très important de se démarquer des méthodes scolaires. Ils ont cette représentation-là qu'à l'école, on est dans une vision très verticale de la transmission, que finalement ça laisse pas de place au plaisir, donc c'est très important l'idée de susciter, transmettre le plaisir culturel à leur public, et donc ils sont véritablement là dans cette volonté de se distinguer. C'est très notable, hein, pour prendre un cas concret, chez les bibliothécaires par exemple, elles ont souvent l'occasion de travailler avec des publics scolaires et des enseignants, et donc du coup leur idée, hein, ça va être de transmettre des formes de lecture beaucoup plus axées autour du plaisir de l'enfant, de l'imaginaire enfantin, etc., par opposition à souvent ce qu'elles perçoivent chez les enseignants comme une forme d'utilitarisme autour de la lecture, qui se proposerait en fait une vision de la lecture comme un moyen d'aborder d'une autre manière des contenus scolaires, quoi. Donc il y a vraiment cette volonté de distinction, et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, beaucoup plus
ce qui le laisse entendre, il y a au contraire une circulation des modèles éducatifs qu'on a pu retrouver entre les représentations qu'avaient les médiateurs de la manière dont il faut transmettre et puis les évolutions qui ont pu être observées dans les curricula et dans les pratiques enseignantes. Donc c'était aussi intéressant de voir qu'il y avait cette volonté de se distinguer, mais en même temps que finalement on pouvait voir des phénomènes de circulation importants, notamment par rapport aux conceptions de l'enfance et aux représentations de l'apprentissage. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez, au moment où vous avez commencé l'enquête, à un moment où il y avait énormément d'intérêt pour l'éducation artistique et culturelle en particulier, et pour les éducations plus généralement. Et c'est quelque chose que vous abordez vraiment dans un chapitre qui s'appelle « Éduquer à l'art, éduquer par l'art », dans lequel vous entrez vraiment dans l'interrogation et l'analyse des enjeux et puis des objectifs de toute cette éducation artistique. Et là, on retrouve vraiment, votre travail est vraiment dans la lignée des recherches sur l'éducation artistique et culturelle, mais aussi sur toutes ces autres éducations A. Donc ça peut être l'éducation à la santé, l'éducation au développement durable, l'éducation à l'égalité, à la sexualité, etc. Et ici, je pense notamment aux travaux de Joël Lebaume, qui a essayé de définir le point commun entre toutes ces éducations A, en montrant qu'il y avait systématiquement en fait, une volonté de faire acquérir à des enfants des connaissances et des compétences, mais aussi et en même temps de leur transmettre des valeurs et puis des orientations normatives. Donc pas seulement de transmettre par exemple à des connaissances dans le domaine artistique, mais aussi le goût, le plaisir et puis un sens de ce qu'est la légitimité culturelle. Et en fait ça vaut aussi pour l'éducation au développement durable. Donc voilà, il ne s'agit pas seulement de comprendre le tri des déchets, mais aussi d'avoir des valeurs écologiques, etc. Et donc il y a ça qui est vraiment en partage dans les éducations A, l'idée qu'il faut transformer des pratiques sociales. Et puis un autre point commun qu'elles ont, c'est qu'elles sont très sujettes à l'évaluation. Qui dit projet d'éducation A, quoi que ce soit, dit évaluation. Donc l'idée était de vous faire réagir à ça. Moi j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très bien vu et de très bien analysé dans la partie sur ces éducations à l'art. C'est à quel point, en fait, dans le processus de médiation, il y a parfois des moyens, des activités qui se transforment en fins. À l'origine, c'était des outils, et finalement, ça devient un objectif par glissement. Et vous dites, ce qui doit être transmis disparaît au profit de la tâche professionnelle consistant à bien faire. Et on arrive à faire en fait un brouillage et un vrai flou, une confusion entre moyens et objectifs. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on voit, moi je l'avais vraiment vu dans l'éducation aux sciences, donc rien à voir, différent, l'éducation à l'égalité filles-garçons, différent aussi, même phénomène de brouillage parfait des moyens, des objectifs, de l'outil et de la fin. Donc je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez observé sur tous vos terrains, pour voir si c'est vraiment une caractéristique de ces éducations-là, ou s'il y avait un contre-exemple, ou un terrain où il n'y avait pas ça. Et puis, si vous le voulez bien aussi, nous parler de l'évaluation de ces dispositifs-là. Et voilà, est-ce qu'il y a un effet de ces demandes constantes d'évaluation que vous avez pu observer sur les différents terrains? Alors, ce qui a pu transparaître par rapport à ça, c'est que ce n'est pas tellement un effet de la seule évaluation, mais c'est plus généralement un effet du fonctionnement par projet. Donc, ce n'est pas simplement le fait que c'est évalué à la fin qui va inciter les médiateurs culturels à se centrer sur les moyens plutôt que sur les fins. Mais c'est tout le processus du fait de travailler déjà en partenariat. Donc, c'est pas forcément évident de se mettre toujours d'accord avec les partenaires. Donc, peut-être que c'est plus facile de se mettre d'accord parfois sur les moyens. Par exemple, on va avoir des moyens qui vont être mis en œuvre de manière récurrente, c'est ce qu'on a un peu essayé de montrer vers la fin de l'ouvrage, comme la mise en activité des publics, la participation, etc., l'usage du numérique. Tout ça, c'est des moyens qui vont être très rassembleurs. Donc, dans le cadre du partenariat et de la recherche de partenaires, du montage de projets avec des partenaires, en fait, ça va être plus simple de se mettre d'accord sur ces moyens plutôt que de discuter sur le fond des objectifs. Par ailleurs, il y a aussi la dimension très importante de la recherche de financement.
dans les fonctionnements par projet. Et donc la recherche de financement, là aussi, elle va pouvoir se baser parfois sur les moyens mis en œuvre. Parfois aussi, elle va induire le fait de raccrocher le projet à de nouveaux objectifs. Si on se rend compte, par exemple, que le mécénat ou que, en tout cas, la participation des collectivités locales va être plus facile si on vise tel ou tel public, ça peut être aussi une incitation à faire entrer l'objectif de travail sur les inégalités sociales, etc., dans les objectifs initiaux, donc ce qui vient aussi opacifier les objectifs. Et puis, évidemment, il y a aussi l'évaluation qui va entrer en compte dans ce processus-là, puisque l'évaluation, elle va porter sur ce qui est visible, et les objectifs visés, bien souvent, ça va être difficile de les traduire en choses qui sont extrêmement visibles, extrêmement quantifiables. Donc, l'évaluation, elle va en effet inciter à orienter le regard sur ce qui est le plus observable dans le quotidien des actions. Et ce qui est le plus observable, c'est est-ce qu'on a réussi à enrôler les publics dans ce qu'on leur proposait, est-ce qu'ils participent, etc. etc. Donc, ça va avec l'évaluation, mais même dans le quotidien en fait, du travail des médiateurs culturels, c'est effectivement plus évident de réfléchir à la réussite de son action en se basant sur les moyens qu'en se basant sur les fins. C'est plus facile de voir si les moyens qu'on met en œuvre fonctionnent que de savoir si on a effectivement atteint les fins qu'on s'était assignées au départ. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est le type de définition sociale de l'enfance qu'ont les acteurs quand ils travaillent, et notamment quand ils ont cette vision de l'enfance comme d'une période où les individus sont sans défense cognitive, sont à protéger et à former, à éduquer, c'est-à-dire ne sont pas encore compétents. Ils vont d'autant plus multiplier les idées de ce que l'art, on va dire, donc du coup l'art légitime plutôt, mais globalement on va dire l'art pour simplifier, mais de ce que l'art est censé leur amener, donc oui, de les faire devenir de bons citoyens, mais aussi potentiellement les amener à être meilleurs à l'école, plus sympas avec leurs copains, de devenir potentiellement aussi d'avoir une sensibilité écologique accrue, enfin tout pour rentrer dans le truc. Mais pour ça, il faut qu'ils aient cette définition sociale de l'enfance, et c'est ce qui fait que les objectifs vont se brouiller un petit peu autour de ces valeurs à transmettre, et que du coup, au moment de la tâche, au moment où les gens réalisent les tâches, les médiateurs, ils se disent est-ce que ils ont passé un bon moment, est-ce qu'ils ont participé, est-ce qu'on a l'impression qu'on les a accrochés. Donc les médiateurs, quand ils disent ça marche, en général, c'est ce que ça veut dire, quoi. Et les pauvres médiateurs, souvent, eux, ils ont aussi, pour une partie des terrains sur lesquels on les observe, ils ont des contrats un peu précaires. Donc, ils se concentrent sur ce qu'ils comprennent de ce qu'ils doivent faire dans leur terrain, c'est-à-dire embarquer les individus. Et plus ils ont cette impression que les individus sont des publics à former, plus ils vont devoir essayer de charrier plusieurs objectifs ingérables comme ça entre eux. C'est-à-dire comment on essaye d'évaluer effectivement que des individus sont émancipés ou sont devenus des bons citoyens. C'est concrètement impossible. Donc, on observe plutôt effectivement, est-ce qu'ils se sont bien amusés, est-ce qu'à la fin, ils avaient des étoiles dans les yeux. Voilà. Est-ce qu'ils ont rigolé, par exemple? Donc on ne sait pas trop pourquoi ils ont rigolé, mais s'ils ont rigolé, ça a marché. Et donc du coup, par exemple, il y a un terrain où il n'y avait pas trop cette définition sociale de l'enfance qui était EOS, donc le musée virtuel en ligne, le musée de dessin d'enfants, où là c'est plutôt une vision que l'enfant est un artiste et qu'il faut lui laisser en fait un champ d'expression. Donc il n'est pas tellement informé puisqu'il est déjà compétent. Et là, en fait, il n'y avait pas tellement de... On ne peut pas dire qu'on ait observé effectivement cette espèce de grand marasme d'objectifs, puisque le seul objectif, c'était exposer l'art des enfants, on va dire globalement, quoi. À destination de qui et pourquoi, ça aurait été une question un peu différente, mais l'objectif était celui-là. Et puis, par contre, après, on peut dire aussi que dans les mondes marchands, il y avait, alors, ce qui est quand même frappant, c'était que dans les mondes marchands, il y avait aussi cette même volonté qu'à travers l'œuvre qu'on va vendre, qui peut être une série télé ou un roman pour ados, on espère que ça va aussi amener d'autres choses que juste amener l'œuvre, que ça va rendre des gens potentiellement meilleurs citoyens, que ça va les emmener vers d'autres registres culturels. Les auteurs qui ont écrit Virus, là, ils étaient vraiment dans l'espoir que ça allait les amener pour lire autre chose, voire écouter des musiques, des choses comme ça. Donc il y avait vraiment, on retrouvait même dans les mondes marchands en fait cet espoir, quand ils avaient cette même définition sociale de l'enfance comme d'individus à former et à protéger, il y avait vraiment cet espoir que par l'œuvre va venir d'autres choses.
Par contre, eux, ils ont un objectif qui se brouille un peu moins quand même au fur et à mesure, c'est que ils ont un intérêt économique à la réussite de la diffusion de leurs œuvres, et donc quelque part, par exemple dans le cas de Virus, ils visaient un public mixte. Je pense que si au final il y a 80% d'acheteuses et 20% d'acheteurs, c'est pas très grave. L'essentiel c'est quand on en évolue beaucoup, c'est déjà quand même un objectif qu'on peut pas sacrifier. Et donc ça, quelque part, on voit la différence dans les mondes institutionnels dans lesquels il faut fabriquer un objectif des fois de toutes pièces, surtout quand on est dans le déni du fait qu'on poursuit un objectif de démocratisation de la culture. Du coup, on a l'impression qu'on est dans l'invention d'un objectif, voire qu'on n'a pas d'objectif, ce qui est aussi quelque chose qu'on a eu souvent. Alors que dans le monde marchand, il y a quand même un objectif qui est toujours un peu présent, quand même, qu'il faut arriver à vendre assez de biens pour pas perdre de l'argent, quoi. On voulait aussi profiter de cette discussion pour vous inviter à nous en dire plus, si c'est possible, sur les phénomènes de réception et d'appropriation. Parce que, comme on le disait au début, c'est vraiment une analyse que vous faites de la médiation qui prend en compte les 3 maillons de la chaîne culturelle: la production, l'intermédiation, la réception. Et en fait, les phénomènes de production et d'intermédiation, ils sont vraiment traités dans le détail dans l'ouvrage, et on a un peu moins de résultats sur la réception, et sur l'appropriation, si bien qu'on retrouve assez peu les enfants et les jeunes dans le produit final, alors même qu'on voit qu'il y a eu des terrains et qu'il y a eu des entretiens, des observations des enfants et des jeunes. Et vous expliquez bien d'ailleurs à la fin la difficulté qu'il y a eu pour réaliser ces terrains, mais aussi pour avoir accès à des jeunes publics. Donc c'était pour savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette partie-là, sur le matériau que vous avez pu ou non collecter, et puis sur la place que vous avez pu laisser finalement dans ce travail aux réceptions et à l'appropriation, et peut-être des choses qui n'ont pas été dans le produit final, mais qui pourraient être intéressantes malgré tout. Alors, je pense qu'il y a plein de raisons, donc on va pouvoir en lister plein chacun notre tour, hein. Une des premières raisons, c'est qu'effectivement, on n'a pas réussi sur tous les terrains, comme on le disait, à avoir de la réception, mais en fait, on a réussi sur plusieurs terrains en fait, à avoir des traces de réception à travers soit des observations, soit des entretiens, soit les deux. Mais en fait, comme c'était pas sur tous les terrains, c'est-à-dire comme on n'arrivait pas à avoir un truc qui nous permettait de poser une question transversale et de vérifier ensuite, par l'empirie, on va dire, sur tous les terrains, on était un peu gêné aux entournures pour savoir quelle place donner à la réception, puisque si on se lançait là-dedans, en fait, on n'était pas sûr de pouvoir le prouver sur certains terrains où on n'avait pas pu accéder aux consommateurs pour diverses raisons. Par exemple, dans le cas d'un des terrains dont moi je m'occupais, qui était donc le réseau de médiation de salles de cinéma, le but du dispositif, c'était de faire en sorte que les adolescents considèrent les salles indépendantes comme des salles ordinaires, au sens où on peut y aller juste pour son plaisir de spectateur le soir entre copains, et c'est une salle normale où on voit un film pour kiffer. Et donc, eux, ils m'avaient dit tout de suite, s'il y a un sociologue qui vient leur demander comment ça s'est passé, c'est foutu. Et quelque part, ça a été très logique. Moi, je comprenais assez et il y avait difficilement une manière de recruter ces jeunes pour ensuite les faire parler. Donc moi, je faisais des observations, mais donc je pouvais pas avoir toute une série de traces de réception. Par contre, on avait plein d'entretiens sur la réception de Plus belle la vie avec les jeunes. On avait plein d'entretiens sur les lecteurs de Virus. Mais il y avait d'autres terrains où effectivement ça avait été difficile, donc on s'est retrouvé un peu là. On se disait, si on peut pas les avoir sur tout, comment on en parle, et on n'a pas bien su en parler. Je pense que là vraiment il y avait peut-être manière de faire, mais que c'est une des limites du livre, et qu'on voyait bien qu'en plus dans l'écriture collective, je pense que ça n'a pas aidé non plus, quoi, où on est obligé de se confronter les uns aux autres et un peu d'être honnête sur le fait que moi j'ai rien à dire sur mon terrain, alors comment on fait, et notre choix ça a été plutôt de dire on va faire genre tranquille, quoi. On va en parler un peu, mais on ne va pas faire un chapitre entier dessus, parce qu'on n'est pas sûr d'être assez solide. Il y avait des terrains où tout simplement, en fait, l'étage de la réception, il était difficilement identifiable. Donc là, Thomas l'a pas dit, mais ne serait-ce que sur son terrain, l'action passait par des ambassadeurs eux-mêmes adolescents, qui devaient donc essayer de rameuter leurs pairs dans les salles de cinéma indépendants qui travaillaient avec eux. Donc là, voilà, déjà, la réception, où elle se place, est-ce qu'on peut déjà compter les ambassadeurs jeunes dans la réception, ou alors est-ce que c'est des intermédiaires et il s'agit des publics finaux, leurs pairs qui sont censés rameuter. Donc c'est pas super clair. Il y a un terrain aussi qui est encore plus compliqué, c'est EOS. Où là, donc, c'est un musée d'enfants, c'est un musée de dessin d'enfants, pardon. Donc là, qu'est-ce que la réception sur ce terrain ? Est-ce que c'est les gens qui vont sur le site ? Mais en tout cas, où est la place des enfants dans la réception ? Ça posait beaucoup de questions. Bon, ça, par exemple, c'est un terrain
qui nous a été fortement suggéré et donc qui nous impliquait aussi de faire travailler notre modèle sur un terrain qui était un petit peu différent quoi, par rapport à cette partition entre production, intermédiation et réception. Donc c'était compliqué à intégrer, et notamment sur la réception. Par ailleurs, il y a un vrai effet aussi, je pense, le moment où c'est intervenu dans nos trajectoires de recherche. Bon, par exemple, Thomas et moi, dans notre travail de thèse, on avait fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait vraiment travaillé beaucoup la question de l'appropriation par les publics adolescents des biens culturels ou qu'on traitait, des pratiques culturelles qu'on traitait, donc la musique, le cinéma, et les propositions institutionnelles qu'on étudiait étaient prises dans le contexte de ces pratiques culturelles juvéniles, en fait. Là, on a plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est parti de la production et de l'intermédiation, et donc tirer le fil, ça impliquait de ne parler que de la réception, finalement, de la médiation. Et donc, ça enlevait vraiment une énorme partie aussi de ce qu'on a pu observer sur les terrains de la réception. Et donc, ça allait être très compliqué de développer dans la logique des chapitres la réception en elle-même et pour elle-même. Bon, par exemple, notamment par rapport au roman pour adolescents Virus, assez tôt, on s'est questionné sur l'identification, parce que l'identification, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très forte chez les producteurs et les intermédiaires, qui vont toujours partir du principe que pour parler efficacement aux adolescents, il fallait produire de la fiction qui permet de l'identification. Et donc ça, c'est vraiment une croyance très forte qu'on trouvait à ce niveau-là. Et puis donc au niveau de la réception, on a pu aussi retrouver beaucoup de choses sur cette question de l'identification, mais c'était un peu compliqué d'aller très très loin en fait dans l'analyse de cette question de l'identification dans la réception et de son rôle, puisque en fait on l'étudiait que en rapport avec les cadrages qui sont fournis au niveau de la production et de l'intermédiation, quoi. Et donc, pour le coup, c'est une des pistes qu'on pourrait totalement travailler sur la base de ces entretiens qui sont sous-exploités, clairement, comme beaucoup de choses en fait dans nos données. Ce serait justement de travailler vraiment cette question d'identification, et puis aussi voir que par rapport même aux anticipations des producteurs et des intermédiaires, il y a des formes d'identification beaucoup plus diverses qui sont aussi socialement situées, etc. Et donc, ce serait tout à fait intéressant, à mon avis, de creuser cette question-là, quoi. Un autre élément qu'on a trouvé très intéressant avec la définition que vous adoptez de la médiation, qui va donc au-delà de la médiation institutionnelle, c'est que c'est une définition qui permet d'analyser les médiations de différents objets culturels, notamment d'objets culturels au niveau de légitimité variée. Mais alors, on voit que c'est peut-être un point qui a posé problème aussi au niveau méthodologique, sans doute, dans la recherche, puisque finalement, les industries culturelles ou la culture de masse sont assez peu représentées dans les terrains, hein, puis c'est seulement un terrain sur 8. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être en dire un petit peu plus sur ces difficultés d'accès à ces types de terrains? C'est aussi le cas peut-être des acteurs, actrices et publics venus des milieux populaires qu'on voit moins apparaître dans l'ouvrage final. Et un autre questionnement, je vous pose la question en même temps, comme ça vous pourrez y répondre aussi, qui est lié par rapport à l'usage du mot de médiation. On se demandait si finalement il n'y avait pas un aspect un petit peu légitimiste aussi de ce terme, qui est fortement associé à la médiation institutionnelle, tandis que pour parler de la diffusion des produits des industries culturelles, on va plutôt parler de marketing. Et du coup, ça serait quelle est la place accordée au marketing dans vos analyses, dans votre recherche? Alors oui, pour revenir sur les terrains, donc nous, on ne considère pas que seule la série donc qu'on a étudiée, qu'on a anonymisée, une place
au soleil, mais bon, qui n'est pas très difficile à retrouver. Donc, pour nous, c'est pas le seul terrain qui est ancré dans les industries culturelles, puisqu'en fait, les terrains là au début que vous avez présentés comme mixtes, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire qui se situe dans cette position intermédiaire? C'est qu'il y a une partie de ces terrains qui vont être fortement dans cette logique d'industrie culturelle, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus du côté de la culture légitime. Donc un cas un peu emblématique de cette partition, c'est les albums pour enfants. Donc sur ce terrain-là, en fait, on avait à la fois des maisons d'édition très légitimes, et puis des maisons d'édition qui pouvaient distribuer en supermarché, par exemple. Alors, on a eu effectivement plus de difficultés à enquêter auprès des maisons d'édition qui distribuent en supermarché et qui sont le plus insérées dans le marché. Mais néanmoins, on a quand même réussi à avoir un éventail assez large, hein, puisqu'on était quand même très content d'avoir cette maison d'édition qui se démarque beaucoup des autres maisons d'édition qu'on a pu enquêter, notamment du fait de son réseau de distribution en grande surface. Et on peut dire un peu la même chose aussi du cinéma, même quand on est dans un dispositif qui est quand même très ancré dans la politique de démocratisation culturelle, comme on l'a dit. En fait, on va retrouver des blockbusters, par exemple, qui vont être présentés au public jeune, enfin volontairement choisis pour faire venir un public jeune, etc. Donc, on n'a pas considéré finalement que c'était que sur le terrain des séries qu'on allait avoir cette présence des industries culturelles. On pourrait même rajouter d'ailleurs Virus, qui était quand même vraiment un blockbuster programmé. C'est-à-dire que quand on essayait de se demander sur quel livre on allait travailler, des gens bien informés du Salon du livre jeunesse de Montreuil nous ont dit ça va être un gros truc. C'était des grosses maisons d'édition qui mettaient des moyens importants en visant un succès populaire important. Et de fait, ça a été un blockbuster de ce domaine-là, culturel, quoi. En gros, c'est vraiment c'est comme si on avait bossé sur un Marvel en s'intéressant au cinéma dans le marché français. C'était un monstre en termes de popularité et de vente par rapport à une partie du reste de l'offre. Mais bon, ça reste effectivement... On a l'impression que c'est invisible si on compare ça effectivement à, je sais pas moi, Joule ou effectivement à Disney. On a l'impression qu'on est loin du compte, effectivement. Ouais. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si on avait fait... là, on a un des effets de la commande quand même. Je pense que là-dessus on peut être d'accord. C'est que si on s'était dit entre nous dans un monde alternatif, par exemple, où on s'était réunis les mêmes personnes en se disant on va travailler sur la médiation, et on arrive avec cette question qu'on construit en amont, ce qui ne serait pas arrivé. Hein, c'est un peu ça la leçon, c'est qu'on l'aurait pas fait. On aurait sans doute mis, ou en tout cas essayé de mettre des terrains plus de terrains de culture populaire, clairement illégitime et clairement issus de la culture de masse. Parce que même si on réfléchit par exemple à la série Une place au soleil, c'est quand même un diffuseur public. Donc par exemple, on aurait peut-être pris plutôt une série sur TF1 ou sur M6 par exemple, qui passe sur France 3. Mais de fait, avec la commande vient le fait que nous on a des terrains déjà embarqués, comme on le disait, et que avec le temps et les moyens qu'on a, en fait, se lancer dans des terrains au recrutement qu'on sait des fois difficile, hein, parce qu'aller toquer aux portes de Disney et pouvoir faire des enquêtes, c'est quand même une autre paire de manches que de le faire chez des producteurs indépendants. Hein. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de sociologues, des intermédiaires et des producteurs qui seraient d'accord avec nous. Et donc, du coup, c'était quand même plus facile. Et de toute façon, on se retrouvait déjà un peu embarqué dans des terrains qu'on avait, et avec ce terme médiation qui nous a quand même fait regarder autrement. Donc, on a quand même pris tout ce qu'on pouvait, d'une certaine manière, le blockbuster programmé dans l'édition jeunesse et la série sur laquelle on avait déjà l'étage production qui avait été fait par Muriel Mille, qui avait fait sa thèse sur la production de Plus belle la vie. Donc, ça y est, c'est l'anonymisation a sauté, donc là, Une place au soleil, beaucoup près ça pour la partie YouTube. Mais donc du coup là, ouais, on aurait, une partie des choix des terrains s'est fait comme ça, et oui, il y a un déficit à ce moment-là de la dimension populaire un peu pour ça, quoi. Oui, sachant que même dans le cas du blockbuster programmé, on l'a identifié aussi avec des professionnels du livre, donc il y avait des représentants du Salon du livre jeunesse de Montreuil, etc. C'est un blockbuster programmé qui était tout à fait intéressant aux yeux des professionnels du livre.
aux yeux des bibliothécaires, des documentalistes. Donc on n'est pas sur d'autres blockbusters pour adolescents qui sont beaucoup moins compatibles sûrement avec les prescriptions institutionnelles. Là, on était vraiment sur une démarche d'écriture particulière, 4 auteurs qui étaient déjà reconnus dans le champ, qui donc étaient amenés à entrer dans un jeu d'écriture assez subtil, puisqu'il s'agissait de décrire la même histoire de 4 points de vue différents. Donc voilà, il y a tout cet enjeu-là d'écriture qui faisait que c'était un ouvrage qui était considéré comme tout à fait intéressant à transmettre aux adolescents, et donc c'est pas n'importe quel ouvrage pour adolescents. Donc là, encore une fois, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on aurait pu observer d'autres décalages si justement on avait pu aller voir du côté des Disney ou de franges de la culture pour enfants beaucoup plus insérées dans le marché et qui sont considérées par les professionnels de la culture, par les médiateurs institutionnels comme des repoussoirs, quoi, en fait. Et ça, on n'en a pas vraiment eu sur notre terrain. Même la maison d'édition là, qui distribue en supermarché, c'était vraiment assez intéressant de faire l'entretien avec la directrice éditoriale qui partait du principe qu'ils avaient une mission éducative, etc. Et est-ce qu'on aurait retrouvé ce discours-là chez des professionnels qui sont encore plus insérés dans le marché, quoi. En gros, je pense qu'on peut essayer de se dire qu'on aurait choisi peut-être des offres, un peu plus d'offres du marché que celles qu'on a, et à l'intérieur du marché, des offres moins légitimes. Parce que ça, c'est la distinction. Nous, on opère bien la distinction entre offres marchandes et offres institutionnelles, mais à l'intérieur de l'offre marchande, il y a des niveaux de légitimité qui sont très distincts. Et là, je pense qu'effectivement, nous, on pêche un peu par manque de ça. Et sur le mot médiation, nous, on insiste beaucoup justement pour dire que le marketing, c'est de la médiation. C'est-à-dire le marketing, c'est un mot de professionnel, donc c'est une catégorie d'indigènes, qui n'est pas une catégorie scientifique. Donc nous, on a étudié des gens qui faisaient du marketing. Pour nous, ils participent au processus de médiation au même titre que du coup, les créateurs et que les médiateurs institutionnels dans les dispositifs institutionnels qu'on a étudiés. C'est-à-dire si on prend la définition qui consiste à essayer d'encadrer la réception d'un bien qu'on promeut en espérant une expérience spécifique et qu'on essaye de faire advenir chez un public qu'on vise, et ce public, ça peut être pas forcément d'ailleurs le public final, ça peut être dans le cas du marketing, ça peut être des diffuseurs, ça peut être des magasins par exemple. C'est de la médiation, ça correspond à la définition scientifique qu'on avait du processus. Donc de ce point de vue-là, nous, un des enjeux, c'était justement de dire le terme de médiation, il est dans son usage professionnel, il s'explique clairement par la croyance en la légitimité culturelle, ce qui fait qu'on a créé un mot propre au sens spécifique, mais aussi au sens pur, quoi, du terme, qui n'est pas sali par l'intéressement économique, et qu'on distingue bien de termes qui pourraient être équivalents, d'ailleurs intermédiation, communication, même tout simplement marketing et des choses comme ça, quoi. Et clairement, les médiateurs dans les terrains qu'on étudie, eux, ils pouvaient vraiment, des fois, dans des moments de l'entretien, avoir vraiment insister sur le fait de dire on ne fait pas de la communication, on ne fait pas du marketing. On fait des choses plus nobles d'une certaine manière. On veut créer des expériences plus nobles que juste vendre des trucs, quoi. Et donc, mais de fait, nous, qui n'avons pas à défendre ce point de vue-là, on peut juste remarquer que la croyance en la légitimité, elle participe à créer le besoin de mots distincts pour définir des activités professionnelles qui pourraient être relativement similaires. Et on peut s'autoriser à dire qu'elles sont similaires parce qu'on les analyse à travers un processus qu'on a défini scientifiquement. Donc, c'est un peu voilà. Donc ça nous permet aussi de ne pas tomber dans un travers légitimiste nous-mêmes, je pense, de le faire comme ça. Une dernière question avant d'élargir la discussion avec la salle, à la fois succincte et potentiellement très large. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette recherche et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on en retienne ? Déjà, premier aspect, que dans la manière dont moi je l'ai vécu, c'est, je pense, l'importance du travail collectif, parce que c'était une expérience assez poussée, quoi, en termes de travail collectif et
et de vraiment être dans une logique, pas de cloisonnement des tâches dans le travail, mais on fait tout ensemble. Et donc, de ce point de vue-là, ça m'a confortée dans l'idée que c'est important et c'est riche de travailler en collectif. Donc ça, c'est vraiment un des premiers aspects que moi, je retiens de cette expérience-là. Donc j'espère que les autres aussi. Mais voilà, il y a cette dimension-là, je crois, qui est très importante. Et puis, peut-être l'autre chose aussi qui me semble importante, qui ressort de cet ouvrage, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est l'idée de circulation des modèles éducatifs et des représentations des définitions sociales de l'enfance. On a l'impression que c'est très cloisonné dans l'espace social et les acteurs ont tendance, les professionnels ont tendance à se définir les uns contre les autres. Mais en réalité, on voit qu'il y a beaucoup plus de circulation que ne le disent les discours des professionnels. Et ça me semble être un point très important, y compris pour comprendre pourquoi on a traité ensemble justement des secteurs culturels peu légitimes et insérés dans le marché et d'autres plus institutionnels et ou plus légitimes. En réalité, ça a été quand même quelque chose de très important de voir que, y compris chez ces éditeurs qui distribuent en supermarché, y compris chez les auteurs de l'ouvrage Virus, il y avait cette idée qu'on s'adresse à des enfants à qui il faut apporter des choses, qu'il faut faire réfléchir, qu'il faut sensibiliser aux questions qui ont trait à la citoyenneté, etc., etc. Et que de ce point de vue-là, il y a quand même une réelle convergence avec des acteurs de la culture institutionnelle. Donc il y a cet aspect-là, je crois, qui est très important et qui est un des résultats qu'on a pu observer justement en croisant ces terrains très différents, et ça me semble important à souligner. Moi, je te rassure, la dimension collective aussi fait partie des choses que j'aurais retenues en premier. Et même d'ailleurs tout l'ensemble, enfin moi j'ai été très marqué par l'ensemble des conditions matérielles de comment se fait la recherche, parce qu'on on en a parlé, mais le fait d'avoir une commande, le fait de commencer en étant des précaires, et donc d'avoir d'une certaine manière besoin de professionnaliser nos pratiques de recherche, d'avoir la possibilité d'avoir de l'argent, d'avoir déjà un collectif qui était déjà préformé, mais de manière complètement informelle en fait. C'est-à-dire personne nous avait demandé de faire un collectif, mais on avait juste commencé à faire une sorte de collectif parce que c'était plus facile de travailler comme ça. En fait, tout ce que ça fait à la recherche, moi, ça m'a quand même vachement marqué de me dire, en fait, ce livre, il existe. Enfin, c'est pas si on prend juste une idée très, très, très pure du fonctionnement scientifique, en fait, ce livre a aucun sens, quoi, d'une certaine manière. Il n'aurait pas existé sans tout ce qui l'entoure, le fait qu'il y ait une commande de la recherche, le fait qu'on commence en étant précaire, le fait qu'on ait déjà des terrains en cours. Enfin, tout ça fait le livre comme il existe, quoi. Avec du coup une partie des limites, mais en partie aussi des bons côtés, parce que ce livre-là n'existe pas sans tout ça, en fait. C'est pas possible, quoi. Enfin, que ce soit le collectif comme les conditions matérielles de recherche, quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment une sorte d'apprentissage aussi. J'étais aussi super marqué, moi, par le fait que régulièrement, on remarquait qu'on se trouvait dans ce qu'on analysait en produisant une œuvre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait des discussions avec, par exemple, l'édition, enfin du livre, de notre livre, et on se disait mais c'est les mêmes des fois situations où nous on essaye d'encadrer la réception du livre vers eux, et eux ils ont tout à fait une autre idée de ce que va être le livre et ils le présentent différemment, quoi. On était là genre c'est quand même incroyable, genre on est pris dans ces trucs qu'on étudie et on n'a même pas tellement anticipé ça, ce qui est quand même assez fou, quoi. Et même après, je pense que là maintenant, si on faisait la réception de notre livre ou les usages qu'en ont des intermédiaires comme des bibliothécaires ou des profs ou des trucs comme ça, on serait là genre mais c'est trop bizarre de cadrer le truc comme ça. Enfin, et de fait, nous-mêmes, entre nous, on le cadrait peut-être pas tout à fait de la même manière. Enfin, ça ressemble vraiment à des dispositifs qu'on a étudiés, donc ça c'était quand même aussi un peu frappant. Et après, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc plutôt dans la partie médiation institutionnelle qui m'a vraiment marqué. Et on en parlait avant, mais moi, vraiment, j'ai été tellement impressionné par la force de ce truc-là. C'est vraiment effectivement la confusion moyen-objectif qui me semble être vraiment une sorte de maladie, mais qui semble imparable dans le monde institutionnel. Et moi, j'étais très frappé de voir à quel point ça va vite. Dans le dispositif que j'étudiais dans le cinéma, moi j'ai étudié dès la naissance du dispositif et il n'y avait vraiment pas du tout de forme de moyens précisés au départ. Il y avait juste un objectif très clair proposé par l'appel à candidature de la région. Et en 2 ans, tout s'était cristallisé autour des moyens et les moyens étaient la seule chose dont on parlait, quoi. Et c'était vraiment
frappé, alors que je pense qu'on en avait parlé avant ça avec Florence, parce qu'on était sur des terrains qui étaient proches, et déjà on était là, genre t'as vu, c'est quand même fou comment ça se passe. Et j'étais quand même super impressionné de me dire, mais à quel point la force de ce revirement, et à quel point en fait les objectifs disparaissent. Et donc je pense que ça a vraiment poussé à ce qu'on se dise aussi, bah oui, mais pourquoi les objectifs disparaissent, et donc d'essayer de se poser des questions sur le déni d'un travail de démocratisation de la culture, essayer de mettre à distance la violence symbolique qui va avec, et donc d'essayer d'invisibiliser ça, et donc les objectifs deviennent fatalement invisibles aussi pour ça, quoi. Ça m'a marqué, je trouve que c'est cool si on arrive à le diffuser. Merci beaucoup. On va ouvrir la scène à la salle. Si vous avez des questions pour Florence Eloi et Thomas Legon sur leur ouvrage. Oui, devant. D'abord, merci encore pour avoir accepté l'invitation d'RT14 à devoir présenter aujourd'hui. Moi, j'avais des questions sur les différents terrains que vous avez étudiés, sur les façons dont ces publics jeunes sont catégorisés, labellisés, étiquetés. En fait, voilà, quels sont les mots qui sont posés dessus, notamment en termes effectivement de façon de concevoir les différentes tranches d'âge, les passages préadolescents, adolescents, les notions de genre, même la question, l'étiquetage même de l'origine sociale. Dans quelle mesure ils mobilisent par exemple des concepts ou des termes sociologiques, ou au contraire plutôt qui appartiennent à des registres du marketing, notamment sous l'angle des personas, des idéalistes. Enfin, comment est-ce qu'ils les nomment, comment est-ce qu'ils les catégorisent, et qu'est-ce que ça dit au fond de leur activité, des façons de concevoir ces catégories. On prend déjà cette... Donc... Oui, alors on n'en a pas vraiment parlé durant la présentation, mais effectivement, ça fait l'objet de toute une partie de l'ouvrage, de réfléchir au processus de désignation des publics, à la manière dont ils sont ciblés, découpés, etc. Et ce découpage, il est assez fluctuant en réalité. Il peut énormément évoluer selon le terrain où on se place. Ce qu'on a pu observer, notamment sur les catégories de genre, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est clivant et qui différencie assez fortement pour justement tous les terrains que vous avez présentés comme les terrains intermédiaires, qui peuvent avoir une partie très ancrée dans le marché et puis une partie beaucoup plus proche de la culture institutionnelle, etc. Cette catégorie de genre, elle va être un marqueur distinctif très très fort, quoi. Et donc autant chez les acteurs qui vont être très insérés dans le marché, ça va se retrouver de manière très très forte, autant ça va être un véritable repoussoir chez les acteurs qui sont le plus du côté de la culture légitime, et il va y avoir une volonté d'éviter ces catégories de genre, de la conception des contenus au marketing, etc. Dans tout le processus, en fait, on va éviter d'être sur cette forme de catégorisation, sachant que ce qui est intéressant, c'est que même dans la maison d'édition qui distribue en supermarché, en réalité, c'est pas simple à assumer le ciblage de genre. Donc même chez des acteurs qui sont fortement insérés dans le marché, ça devient compliqué à afficher ce ciblage de genre. Et donc la personne qu'on a interviewée dans cette maison d'édition-là nous a expliqué que les collections qui ciblaient clairement le genre, en fait, elles étaient sous-traitées par d'autres personnes. Donc ce n'étaient pas des gens de la maison d'édition, mais c'était des sous-traitants qui s'en occupaient. Et elle en parlait avec forme de détachement, en disant ah bah oui, c'est malheureux, c'est comme les jouets, les camions de pompiers pour les garçons et les poupées, les princesses pour les filles. Et donc vraiment elle nous montrait un regard très distancié sur ces formes de catégorisation. Alors après, c'est évidemment aussi une forme de présentation de soi face à l'enquêteur, puisque elle nous a catégorisé comme des universitaires qui pouvaient avoir un regard critique sur le ciblage de genre. Donc ça induit des effets dans la relation d'enquête, évidemment. Mais c'est quand même notable que, y compris chez les acteurs de marché,
c'est pas simple à assumer dans le contexte actuel de faire du ciblage de genre. Concernant l'origine sociale, en fait, ça peut être très souvent un impensé, tout simplement. Donc, autant dans les institutions culturelles qui vont mettre en place des dispositifs de médiation, ça va être une catégorie qui est relativement fréquemment mobilisée, même si souvent euphémisée. Donc, par exemple, dans Agora, ils vont jamais parler. Donc, c'est des orchestres à vocation sociale pour enfants. Ils vont jamais parler clairement d'enfants de milieux populaires ou même d'enfants de milieux défavorisés. Ils vont plutôt parler d'enfants qui habitent des quartiers sensibles, qui sont éloignés de la culture, qui sont isolés dans des zones rurales, etc. Mais ils sont beaucoup plus dans ce détour par le territoire, par exemple, que dans la désignation directe de leur milieu social. Donc, y compris dans les institutions, il y a parfois une difficulté à nommer le public qu'on cible quand il s'agit d'un public de milieu populaire. Et chez les acteurs qui sont donc dans les terrains intermédiaires qui peuvent être à cheval entre une frange marché et une frange plus légitime, là aussi, c'est rarement pensé en tant que tel. Donc, les éditeurs qu'on a interrogés, ils peuvent penser en termes de famille avec un bagage culturel versus familles qui sont plus démunies par rapport aux livres, etc. Mais ils ne vont pas forcément poser les choses en termes de milieu social. Et c'est rarement une catégorie qui va être centrale en fait, dans la manière dont ils vont penser les contenus et le ciblage. Mais ça va intervenir évidemment de manière beaucoup plus implicite. Et de fait, il va y avoir des effets de ciblage qui vont s'opérer de manière un peu clandestine finalement, même si c'est jamais désigné en tant que tel. Il y a des formes de connivence, y compris d'ailleurs dans cette idée de ne pas avoir des produits culturels genrés. Ça peut induire un ciblage en termes de classe sociale, puisque ça va renvoyer à des normes de genre différenciées dans le monde social, etc. Et dans la désignation du public aussi, on peut voir des traitements un peu différents justement entre le monde marchand et le monde institutionnel. Dans les deux cas, il peut y avoir des formes enfin des tentatives d'objectivation des publics à qui on s'adresse. Rétrospective, c'est-à-dire pas en amont, mais donc des études à travers qui a acheté ce qu'on vend ou qui est venu dans les spectacles que l'on propose, par exemple, ou qui était là dans les dispositifs institutionnels que l'on propose, et donc d'essayer d'objectiver ces publics-là. Mais dans le monde marchand, par exemple, ça peut servir en partie à essayer d'objectiver une cible. Par exemple, dans le cas de Virus, donc le responsable de la diffusion de la grosse maison d'édition qui faisait ça, il nous expliquait que ils avaient identifié que le public était essentiellement féminin. C'est très bien, du coup, on cible plutôt des filles, puisque c'est elles qui achètent les livres. Donc il n'y a pas d'intérêt à cibler des gens qui ne sont pas tes clients. Ça me semblait, d'un point de vue marketing, très logique. Alors que dans le monde institutionnel, si on constate un déficit, notamment dans une cible qu'on estimerait souhaitable, parce que ça va leur faire du bien, parce que ça va améliorer leur vie, du coup, il faut qu'on fasse un travail pour aller séduire un public qui ne vient pas. Donc, on n'est pas dans une logique à ce moment-là de client. C'est-à-dire le travail d'objectivation permet essentiellement de dire il n'y a pas assez de, typiquement. Donc là, on va appeler des publics empêchés ou éloignés. Enfin, tous ces termes, effectivement, qu'euphémisent en fait ce qu'on veut trouver, c'est-à-dire des publics les moins dotés en capital culturel ou qu'on estime les plus menacés par l'hégémonie des grands groupes économiques. Concrètement, c'est ça, quoi. Hein. Et donc là, là, il va falloir aller les chercher, alors que dans un monde marchand, on se serait dit pourquoi se concentrer sur des gens qui ne sont pas intéressés par notre offre, et à part vraiment de devoir essayer de s'ouvrir des nouveaux marchés pour essayer d'étendre ses chances de revenus, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Et de fait, on le retrouvait en partie dans ce qu'on voyait, même s'il pouvait y avoir l'espoir, comme dans Une place au soleil, que la série s'adresse à tout le monde. Par exemple, donc tout le monde. D'ailleurs, les segmentations se font pas de la même manière suivant les producteurs, les créateurs des œuvres et les intermédiaires. Le travail d'objectivation, il se passe au niveau des intermédiaires en général, qui eux font un travail qui consiste à connaître le public, alors que les créateurs peuvent être assez indifférents à cette question, ou en tout cas peuvent préférer rester dans l'idée que ça s'adresse à tout le monde, par exemple. Quand bien même en fait les gens qui vendent leurs œuvres savent très bien que c'est pas le cas. Merci à tous les deux d'avoir présenté ce livre pour l'ensemble des auteurs et autrices. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai envie de lire le livre, évidemment. C'était déjà le cas avant, mais c'est encore plus le cas maintenant. Le fait que vous ayez autant de terrain, que vous ayez travaillé sur autant de secteurs culturels, qu'en plus vous ayez proposé une définition de la médiation qui sort un peu de l'ordinaire, en tout cas qui fait suite à des travaux précédents, évidemment, mais qui est
particulière. Je me demande qu'est-ce que ça vous permet, maintenant que vous avez fait tout ce travail, de dire de la médiation, de comment elle fonctionne, est-ce qu'il y a des traits saillants qui concernent un peu l'ensemble des terrains, de pourquoi des professionnels de la médiation font ça, de ce qui les a amenés à faire ça, de comment ils travaillent. J'avais la question de l'adressage aussi, mais bon, du coup, c'est peut-être pas nécessaire. Mais en tout cas, par exemple, la déception qu'ils et elles peuvent avoir quand ça ne marche pas, pour reprendre le terme utilisé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des traits qui ressortent malgré ces différences de secteur? Et à l'inverse, qu'est-ce que vous pouvez relever comme différence? Et comment on peut les expliquer? Est-ce que ça tient uniquement au degré de légitimité de certaines pratiques, ou à l'âge des enfants adolescents, au fait que certaines soient en physique, en numérique? Enfin, est-ce qu'il y a des sortes de grosses différences que vous avez observées? Donc, je pense qu'il y a peut-être une partie des choses qui vont être des redites par rapport à ce qu'on a déjà dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il semble y avoir une spécificité du fait de s'adresser à des enfants, dans la mesure où, probablement plus que pour d'autres publics, il y a l'idée de participer à leur développement et à leur apporter quelque chose de positif. Et donc ça, quels que soient les acteurs considérés, c'est une forme de consensus qu'on va retrouver. Alors, c'est pas dire que ça n'existe pas chez les adultes, mais le fait que ça soit des enfants vient renforcer cet impératif-là. Ce sont des êtres, voilà, en voie de construction, etc. Et donc, il faut leur donner les moyens de se construire positivement. C'est aussi voilà, les publics de demain, etc. Enfin, pour tout un tas de raisons, mais y compris les acteurs de marché, sont dans cette idée qu'il faut leur apporter des choses. Alors que ce soit du divertissement, ou que ce soit plus des choses du côté éducatif ou d'éducation à l'art. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là qui est partagée d'emblée et qui vient unifier un petit peu nos enquêtés qui sont pourtant extrêmement divers. Et probablement qui leur fait parler différemment que s'ils étaient adressés à un public adulte. Alors après, comme on l'a dit, il y a des différences assez nettes en termes de définition sociale de l'enfance. Il y a des terrains sur lesquels finalement c'était davantage une conception de l'enfant comme un artiste auquel il faut donner un espace d'expression en fait, qui prédominait, alors que sur d'autres terrains c'était plus l'idée de l'enfant à éduquer qui prédominait. Et ça dépend aussi de à qui on s'adresse en termes de classe sociale, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a ce consensus-là qui est très important et qui, comme on l'a dit, au-delà de même apporter quelque chose de positif aux enfants, était très souvent dans une perspective éducative, y compris dans les acteurs de marché. Alors après, ce qui était intéressant, c'est que cette vocation éducative, elle se voulait beaucoup plus discrète chez certains acteurs. Notamment voilà, pour les éditeurs pour adolescents, il y avait l'idée qu'il ne fallait pas non plus tomber dans du didactisme qui était vraiment considéré comme une figure repoussoire. Donc si l'auteur commençait à entrer dans des détails, par exemple historiques ou quoi, très rapidement, il était rappelé à l'ordre par les éditeurs qui lui disaient attention, on n'est pas en train de faire une leçon, là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du divertissement, il faut que le lecteur il se laisse porter, etc. Donc voilà, il y a des antagonismes comme ça qui néanmoins peuvent tout à fait apparaître dans le cadre de l'idée d'apporter quelque chose de positif à l'enfant. Et peut-être, oui, un des trucs saillants qu'amène la définition de la médiation, mais qui n'est pas non plus complètement folle, puisque comme on l'a dit, quelque part, c'est vraiment une déclinaison de celle d'Antoine Elion. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on peut arriver à bien saisir en observant de cette manière-là, en prenant cette loupe-là, le type d'encadrement que véhiculent les différents acteurs que l'on observe, et de voir en fait à quel point ce type d'encadrement-là, c'est un parmi potentiellement plusieurs sur la même œuvre. Et ça, c'est un truc un peu fascinant. On peut regarder une pub, par exemple, ou quand on fait un entretien avec un créateur, ou même regarder une interview d'un auteur ou d'un cinéaste, d'un compositeur, et une pub, et se poser la même question
comment ces personnes-là essayent d'encadrer la réception de l'œuvre en proposant des points saillants sur lesquels ils espèrent que les gens vont s'accrocher et en estimant que l'expérience qu'on devrait avoir avec l'œuvre est celle-ci. Et du coup, ça permet vraiment de dégager des manières de catégoriser, d'évaluer les biens culturels et du coup de faire apparaître des choses, on va dire, peut-être qui seraient restées dans une sorte de chose un peu, dans une sorte de marasme un peu plus difficile à voir. Là, en se posant la même question avec cette question-là de qu'est-ce que c'est la médiation, enfin qu'est-ce que c'est l'encadrement voulu pour pas réutiliser le concept sans le réexpliquer au cas où. Ça permet de voir des choses. Là, je trouve que ça, c'est un apport qu'on peut avoir sur les différents terrains et qui marche à peu près à tous les coups. Enfin, dans toutes les étapes, que ce soit de la création jusqu'à la réception, même quand on regarde deux personnes qui parlent entre elles d'un livre ou d'une série, par exemple, on peut très bien se poser la même question, c'est-à-dire comment une médiation est à l'œuvre, c'est-à-dire comment une personne essaie d'encadrer la réception de son copain sans en avoir conscience, évidemment, hein, mais en proposant des aspects saillants et en essayant d'encourager un type d'expérience que cette personne estime positive à l'œuvre, et du coup ça marche. Donc se poser la question des médiations comme ça permet d'ouvrir potentiellement d'autres portes, en tout cas d'accéder à de chausser cette lunette-là et de bien voir des rapports spécifiques à la culture et qui des fois en fait sont tellement évidents qu'ils sont jamais formalisés, verbalisés, donc on les voit pas et donc c'est le rôle des lunettes un peu quoi. Sachant que ça, c'est vraiment un aspect, on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, on a beaucoup insisté dans la présentation aujourd'hui sur la volonté d'être transversale sur culture légitime et industrie culturelle, mais on n'a pas beaucoup insisté sur le fait que dans notre conceptualisation de la médiation, il y a aussi l'idée que la médiation, c'est pas que l'intermédiation, mais que la médiation commence dès la production. Donc ça, on a pu aussi le décliner sur tous nos terrains, et c'est un choix de départ, quoi. C'est-à-dire que quand on regarde un auteur qui écrit, le fait que il a une idée de ce qu'est le public et de en quoi ça pourrait lui être profitable ce texte, ça va avoir un effet sur sa manière d'écrire et finalement sur ce qui va être reçu en bout de course. Et donc voilà, effectivement, c'est vraiment un choix de départ qu'on a fait aussi d'être en mesure de montrer comment les différentes médiations, elles se croisent entre elles sur un même bien culturel. Donc on a utilisé un terme, on a réfléchi à la manière dont on pouvait nommer ça. Donc, attention, préparez-vous. On a fini par parler de chaînes de cadrage appropriation croisée, mais c'est vraiment pour décrire ça. C'est que de la production à la réception, on va avoir une multitude d'acteurs qui vont proposer des cadrages à chaque niveau et donc qui vont s'adresser non seulement au public final, mais aussi aux membres, aux acteurs qui vont intervenir tout au long de la chaîne, et donc il va y avoir cette multiplicité de cadrages là qui vont faire que certains cadrages vont arriver au bout de la chaîne, alors que d'autres non, etc. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir qu'il pouvait y avoir des cadrages qui étaient pensés spécifiquement pour les intermédiaires et pas pour les publics finaux. Donc ça, on l'a retrouvé notamment dans le cas de l'ouvrage Virus, donc l'ouvrage pour adolescents. Et on a été assez surpris au moment de l'entretien avec les personnes qui s'occupaient du marketing, qui nous ont expliqué que les affiches qu'on avait vues dans le métro, donc les énormes affiches 3x4, sur l'ouvrage, qui était une campagne d'affichage qui intervenait quand même 3 mois après la sortie du bouquin. C'était après la période de Noël ou après Noël, ouais. Après Noël, voilà. Donc après la date fatidique en termes de vente, parce qu'en jeunesse, le gros se fait vraiment à Noël. Donc il y a cette campagne d'affichage qui suit. Donc voilà, on l'a remarqué, on est un peu surpris. Donc on leur en parle dans l'entretien et puis ils nous expliquent, oui, c'est pour convaincre les libraires qu'il faut garder l'ouvrage en rayonnage. Donc c'était pas pour convaincre les lecteurs, c'était pour convaincre les libraires en fait. Et donc voilà, là on est sur un cadrage qui ne s'adresse pas au public, mais qui s'adresse aux autres intermédiaires. En l'occurrence, le cadrage étant c'est populaire. C'est quelque chose qui va séduire un grand nombre d'individus. Ça marche, ça séduit beaucoup de gens.
Et donc là, on peut recoller à des rapports à la culture spécifique et de comment ils font pour encadrer ça. Et aussi, on se disait, mais c'est quand même frappant aussi, comme on n'y avait pas pensé, parce qu'au départ, on avait pensé une chaîne plutôt linéaire, mais comme en réalité, les créateurs sont attentifs au retour des ce qu'on voit comme les consommateurs finaux et réinterprètent leur réception de l'œuvre avec les réceptions, des traces de réception qu'ils ont à disposition sur Internet, que ce soit à travers des blogs ou dans les salons, par exemple, pour le cas des livres jeunesse ou des trucs comme ça. Et donc après, pensent différemment leur écriture, typiquement donc, dans le cas des livres jeunesse, via ces médiations qui leur sont adressées, c'est-à-dire des gens qui leur adressent des réceptions de leurs propres œuvres. Et après, ils disent, ah mais en fait, c'était ça. Et donc, il y avait vraiment, il y avait des cas vraiment très spécifiques où on a pu voir tout comment ça s'entrecroisait, typiquement donc la perception qu'on pouvait avoir de la question du genre dans le livre Virus, par exemple, qui était un très bon exemple de comment ces questions-là, les types d'encadrement que proposaient les différentes personnes de la chaîne et comment ça voyageait et c'était du coup reçu et approprié, donc d'où le terme très compliqué, mais en même temps qui définit le processus qu'on essaye de montrer. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Il y a beaucoup de vos analyses qui m'ont fait penser à mon propre terrain de recherche, que j'étudie l'utilisation pédagogique des jeux vidéo plutôt en collège-lycée, donc plutôt enseignant. Et c'est vrai qu'il y a des choses, comme vous parliez tout à l'heure, les objectifs qui disparaissent au profit des moyens notamment. Et moi, je retrouve beaucoup ça, par exemple, des enseignants qui, à la fin des cours, savent pas trop avec les jeux si les élèves ont appris quelque chose ou pas, mais au moins, bon, ils se sont amusés, le cours s'est bien passé, mieux parfois que d'habitude. Ou alors cette volonté, si j'ai bien compris dans le cas des médiateurs que vous avez vu, de ne pas faire comme à l'école. Et c'est parfois le cas aussi des enseignants, de ne pas vouloir faire quelque chose de trop scolaire dans l'utilisation des jeux, même si du coup ils sont quand même obligés de faire quelque chose d'assez cadré, donc ça m'y a fait penser. Et du coup je me demandais, vu que précédemment, dans vos précédents travaux, vous avez un peu plus étudié l'école et les enseignants, est-ce que vous voyez une continuité finalement ou des différences avec les autres médiateurs institutionnels ou non, d'ailleurs dans les formes de transmission? Alors ça pose la question de la continuité de la forme scolaire, hein, j'imagine. Enfin voilà, si en gros vous pourrez développer un peu là-dessus. Voilà, Florence, tu pourrais développer, mais par exemple, c'était dans l'équipe, ça avait été un des grands axes de travail de Rémi Desliper qui avait fait sa thèse sur l'enseignement de la musique dans les départements de musique actuels des conservatoires, en gros, de la guitare notamment. Et donc lui, il montrait bien qu'il y avait cette mise à distance et qu'en fait, c'était comme la forme scolaire, si on utilisait le concept de forme scolaire, donc la même chose, c'est-à-dire sans reprendre les terminologies professionnelles, mais qu'on prenait un concept scientifique, en fait, tout apparaissait, on retrouvait tout, on retrouvait toute la forme scolaire. Et de fait, oui, ça c'est vraiment quelque chose si on reprend encore une fois la terminologie médiation, en termes de processus et de définition comme nous on la propose, ce qui se passe dans l'école globalement c'est de la médiation tout pareil, et qui ressemble vraiment très largement à des choses qu'on observe dans des structures culturelles associatives par exemple, et qui proposent des choses qui se veulent vraiment genre pas comme à l'école parce qu'à l'école c'est trop boring. Mais en fait, globalement, ça fait la même chose. Et toi encore plus, tu as vraiment observé en plus des choses qui étaient vraiment, en connaissant encore vraiment mieux l'école qu'une partie de l'équipe. Je pense que toi, tu vois vraiment encore plus à quel point ça ressemble. Enfin, j'imagine, non pas? Alors oui, en fait, ce qui est assez intéressant, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette forme de volonté de se distinguer, mais en même temps avec beaucoup de points communs entre les enseignants et les médiateurs culturels. Il y a vraiment des parallèles très forts entre l'évolution des doxas pédagogiques à l'école et ce que font les médiateurs culturels. Donc, la mise en activité de l'élève, la participation de l'élève, la mise au centre de l'élève, la mise au centre du système éducatif de l'élève, etc. Tout ça, c'est des évolutions du monde scolaire qui vont complètement dans le même sens que les moyens que mettent en œuvre les médiateurs culturels finalement. Mais il y a une forme de méconnaissance des médiateurs culturels de ces évolutions dans le monde scolaire. Et pour eux, à l'école, c'est le prof qui va enseigner de manière frontale aux élèves, comme dans les années 50-60. Et donc, ils ne se rendent pas forcément compte qu'il y a en fait beaucoup de communs
entre la manière dont sont formés les enseignants aujourd'hui et puis eux, leurs pratiques professionnelles. Et inversement, il y a aussi une ouverture de l'école qui est assez grande en fait par rapport au modèle de transmission en matière de culture, ne serait-ce que quand on regarde l'évolution des programmes des disciplines artistiques, on voit que l'éclectisme éclairé qui a pu être d'abord mis en évidence dans le cadre des pratiques culturelles et dans les milieux culturels, en fait, il va se retrouver aussi dans les programmes et ça va être une norme qui va être très importante chez les enseignants, donc dans les matières artistiques, mais qui renvoie aussi à des modèles cognitifs qui dépassent les simples enseignements artistiques. Et donc, ça va être davantage le modèle de qu'est-ce que c'est qu'un élève cultivé qui sait manier des références culturelles, en fait, au fond. Donc, il y a une porosité qui est extrêmement forte, finalement, entre les médiateurs culturels et les enseignants, mais les deux corps professionnels ne s'en rendent pas forcément compte. Et après, évidemment, quand ils vont travailler ensemble, il va y avoir des différences qui vont apparaître de manière assez importante. Par exemple, l'importance des programmes et des objectifs des programmes qui va être au centre de l'attention des enseignants, alors que les médiateurs culturels, ils peuvent être sur autre chose. Donc, ça peut créer aussi évidemment des tensions. Mais dans le fond, en fait, ils partagent beaucoup au niveau des conceptions. Alors, ce qu'on peut retenir, je pense que si on se prive par exemple, d'utiliser un concept comme celui d'éclectisme éclairé, on ne peut pas tellement bien comprendre ce qui se passe. En fait, c'est quand même assez central là-dedans. C'est des individus qui sont socialisés avec cette vision-là d'accomplissement cultivé et que, d'une certaine manière aussi, la culture améliore l'individu. Et sans ces deux croyances-là, quand même, il y a rien. Il y a plein de situations qui n'auraient aucun sens, qui n'existeraient pas d'ailleurs, je pense. Je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai un peu oublié. Ouais. Oui. Il y a encore des questions? On a encore un petit peu de temps pour une ou deux? Ouais. Ah oui, voilà, ça y est, ça me revient. Mais en fait, oui, par contre, la grande différence qu'il y a aussi entre ce qui se passe au niveau de la médiation culturelle et l'école, c'est qu'à l'école, on est face à des programmes nationaux qui vont quand même vraiment structurer ce qui est censé être transmis aux élèves, ce qui est beaucoup plus flottant dans le cas de la médiation culturelle. Donc, on a tout à l'heure évoqué la question du brouillage des objectifs. Ce brouillage, il peut être d'autant plus fort qu'il n'y a pas ce programme structuré national qui vient encadrer les pratiques, en fait. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est assez important. Et donc, on avait dans un papier avec Thomas, dans une présentation, dans un ouvrage coordonné par Nathalie Montoya et Anne Barrère, on avait comparé justement lycéen au cinéma et le cours de musique. Et on avait pu faire cette hypothèse-là, dérouler cette hypothèse-là, que finalement, il y avait d'autant plus de chances, d'autant plus de leviers de brouillage des objectifs du côté de lycéens au cinéma, qu'on n'était pas dans le cadre de ces programmes clairement définis, en amont. Voilà. Et de fait, plus les pratiques se veulent innovantes et plus les médiateurs peuvent être un peu perdus et se regardent un peu entre eux du genre, en fait, c'est quoi le travail qu'on fait? Ils regardent un peu ce que font les autres. Ça veut dire ça. Et ils font à peu près la même chose. Et donc, ils se concentrent sur les tâches parce que bien faire le travail devient bien faire les tâches qu'ils ont listées comme étant faire de la médiation. Oui, j'avais une question parce que je me disais en vous écoutant, vous entendant parler effectivement des chaînes de cadrage, appropriation croisée, que à plusieurs égards, en fait, ça se rapproche beaucoup d'une sociologie de la traduction. Vous mentionnez notamment Aignan, effectivement, au début. Et donc, c'est vrai que là-dessus, c'est assez étonnant de dire, effectivement, ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Et du coup, ça me pousse à me demander, est-ce qu'à l'inverse, qu'il n'y avait pas aussi une analyse des socialisations à mener, en fait parce que j'ai l'impression que le thème ne revient pas spécialement, ou que l'analyse ne revient pas, notamment, par exemple, sur la question des dispositions, notamment des médiateurs culturels, des gens de ces métiers-là, dans quelle mesure ça vient influencer, dans quelle mesure ça joue sur les actions qu'ils entreprennent au quotidien, notamment dans ce qui avait été, je crois, amorcé en question, mais sur la question d'une éventuelle transformation des profils des gens, des médiateurs culturels. On sait que notamment du côté des enseignants, dans l'enseignement classique, il y a une transformation avec une moyennisation des profils des personnes enseignantes au collège, lycée, etc. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a effectivement un phénomène identique du côté des médiateurs culturels? Dans quelle mesure ça influence aussi
les actions de transmission. Et donc, à mesure, est-ce qu'il y a effectivement moyen de mener une analyse des socialisations de ces acteurs-là, notamment. Et puis, on peut évidemment penser également socialisation du côté de la réception. Mais c'est vrai que le terme revient, j'ai l'impression, assez peu dans l'ouvrage en tant que tel. Le concept revient un peu. Et voilà, essayer de savoir si vous avez des choses là-dessus. Alors déjà effectivement le truc de la traduction c'est quand même assez amusant parce que les médiateurs professionnels donc qui travaillent dans les institutions eux-mêmes quand ils essaient de définir ce qu'ils font ils disent un peu on a des traducteurs mais eux ils pensent plutôt entre l'œuvre et le public. Bon, bah, de fait nous on verrait effectivement enfin là ce sujet de la traduction de ce point de vue-là elle pourrait nous éclairer sur les processus voulus mais effectivement nous alors peut-être qu'on l'utilise c'est vrai qu'on n'a pas trop compté il faudrait qu'on fasse une petite recherche textuelle dans le manuscrit pour voir mais je pense que les socialisations elles sont quand même très importantes dans ce qu'on a fait puisque ça explique en partie pourquoi les médiateurs sont convaincus que ce qu'ils font est utile, pourquoi ils ont les définitions sociales de l'enfance qu'ils ont d'une certaine manière et pourquoi ils se voient comme dans une position d'être dans le camp du bien, on va le dire pour schématiser très fort, c'est-à-dire de ceux qui vont aider les enfants à grandir vers le haut plutôt que de les abrutir. Et donc ils ont l'impression quand même d'être dans une lutte contre des gens qui veulent les abrutir. Ils peuvent vraiment avoir des choses... pas plus tard que lundi dernier, il y a vraiment quelqu'un qui a présenté son travail dans une salle de cinéma indépendante comme étant de voler du temps à ceux qui essayent de leur faire avoir des activités avilissantes. Donc c'était vraiment, on a vraiment le camp du bien et le camp du mal un peu quoi. Et donc le fait qu'ils soient socialisés en vraiment comme Vincent Dubois l'a décrit, notamment les médiateurs institutionnels, mais donc dans la culture comme vocation, donc avec se surajoute une socialisation familiale, enfin domestique, on va dire précoce, à l'art, un parcours de bon élève à l'école dans des filières proches des humanités, puis un parcours universitaire qui se spécialise dans l'art et la culture, avec au milieu de tout ça des sociabilités avec des individus qui sont socialisés d'une manière proche et donc qui sont en fait tout ça fait que il y a vraiment l'intériorisation très forte de la croyance en la légitimité culturelle, pas forcément dans un ordre fixé des registres mais dans le fait que tout ne se vaut pas, qu'il y a des choses très bien, des choses moins bien, des choses qui anoblissent et des choses qui avilissent. L'idée que l'éclectisme éclairé c'est la forme accomplie d'une position cultivée d'une certaine manière et que donc il faut mettre à distance la violence symbolique, tout ça c'est les produits d'une socialisation qui est très homogène, qui est déjà décrite par Vincent Dubois, du coup dont on n'avait pas besoin de faire le travail, merci. Et par contre on voit les effets, clairement on voit les effets, ça leur permet de ne pas discuter les objectifs parce qu'ils les partagent implicitement. Et plus ils sont entre eux et plus ils les partagent implicitement et moins les objectifs ont besoin d'être explicités puisque l'évidence est que c'est comme ça. Enfin, pourquoi on fait les choses comme ça parce que et plus on s'éloigne de cette forme de socialisation qui rend le partage tacite fonctionnel, et plus potentiellement l'implicite ne marche plus, et donc des gens regardent la situation comme une situation un peu absurde. Et donc typiquement, les enfants en bout de course, s'ils ne sont pas socialisés de la même manière, et qu'on leur explique les objectifs de la manière dont ils sont construits, c'est-à-dire avec des mots un peu vagues, en fait ils ne comprennent pas, c'est-à-dire fatalement. Donc si on enlève la socialisation au milieu de ça, je pense qu'on ne comprend pas le fait qu'une partie des cadrages se fasse. Et donc la traduction n'a pas besoin de traducteur, d'une certaine manière. Là, il y a vraiment des gens qui s'entendent entre eux parce qu'ils sont socialisés de manière relativement proche, et surtout dans leur rapport à la culture, et donc dans ce qui fait, dans leur manière d'évaluer les biens culturels, dans leur manière de les catégoriser, dans leur manière de les consommer, et qui est vraiment l'évidence qui tombe sous le sens là-dessus. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que des erreurs entre guillemets de traduction, en tout cas des malentendus, ou en tout cas, c'est pas forcément même des malentendus, juste des décalages dans la manière de recevoir les biens culturels et d'encadrer la réception, s'expliquent aussi parce que les gens sont pas socialisés pareil, et donc ils y voient des choses différentes, et donc ils défendent potentiellement des choses différentes, y compris quand ils sont dans une même chaîne qui est censée amener une œuvre de la production à la réception. Si les gens ne sont pas socialisés de la même manière, typiquement dans le cas de Virus, on le voyait bien, ils vont proposer des choses potentiellement un peu distinctes, comme aspérités sur lesquelles s'accrocher. Oui, pour compléter ce qu'a dit Thomas, c'est vrai qu'on peut interpréter l'activité de médiation institutionnelle comme une forme de professionnalisation de la disposition esthétique intériorisée par ces professionnels tout au long de leur trajectoire finalement. Et donc là, c'est comment transmettre cette disposition esthétique finalement sans qu'il y ait véritablement une formation qui soit pensée comme ça, mais c'est la mise en transmission, en éducation de leur propre rapport à la culture finalement.
Et on peut prendre un autre cas où la socialisation, la question de la socialisation, elle semble intéressante. C'est peut-être le cas des auteurs de virus, mais des professionnels de la culture enfantine en général. On a pu observer de manière très forte dans le cas des auteurs de virus qu'il y avait vraiment cette problématique de l'entrée dans le milieu de la culture, et qui se fait de manière plus ou moins évidente en fait, selon les capitaux, selon la socialisation des professionnels qu'on a pu étudier. Et ce qu'on a pu observer, c'est que bien souvent, la culture enfantine semble être une porte d'entrée en fait pour des artistes, des producteurs culturels qui ne sont pas forcément les mieux placés pour entrer dans le monde culturel, soit parce que voilà, leur famille est socialement éloignée de ce monde-là. Donc en fait, là, c'est aussi un aspect qu'on voudrait travailler, quoi. On avait déjà pensé à proposer une communication là-dessus, à travailler là-dessus. C'est vraiment en quoi, en fait, on peut aussi comprendre les trajectoires d'insertion dans la culture enfantine aussi comme une porte d'entrée dans le monde culturel pour des gens dont la socialisation ne converge pas forcément avec une entrée évidente dans ce milieu. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Peut-être on peut finir sur la question qu'on avait sur les trajectoires, du coup, Clémence, si tu veux. Oui, bien sûr. Une des dernières questions qu'on voulait vous poser, elle portait davantage sur vos parcours de recherche et puis sur les objets que vous avez étudiés, dont vous nous avez un petit peu parlé déjà. On voulait vous inviter un petit peu à retracer votre parcours de sociologue de la culture et à nous dire par quels objets vous avez commencé finalement à vos débuts à vous intéresser à ces sujets-là, et puis comment les objets que vous avez travaillés ont peut-être évolué au fil de vos parcours. Et on voulait vous demander finalement la place que vous trouvez à cette étude-là dans vos travaux respectifs ou dans ceux des autres membres de l'équipe d'ailleurs, hein, si vous en savez quelque chose, avec l'idée de vous demander si ça a changé quelque chose pour vos futurs travaux, s'il y aura une suite en fait de ce que vous avez fait dans cet ouvrage, et si c'est un point de départ pour vous pour de nouvelles investigations. Alors déjà, je pense qu'on a énormément là, de données potentiellement à travailler. Je crains qu'on n'arrive jamais à les exploiter correctement, puisqu'en fait, la construction même du terrain fait que on a à chaque fois trois niveaux dans chaque terrain, donc le niveau de la production, le niveau de l'intermédiation et le niveau de la réception. Donc en fait, bien souvent, ces niveaux-là, on pourrait les traiter presque séparément, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur la réception là, concernant le roman pour adolescents en virus. Et on pourrait aussi tout à fait retravailler terrain par terrain, quasiment à chaque fois, puisqu'en fait, du coup, le cadre de l'ouvrage qui axe sur la transversalité ne nous a pas donné l'occasion aussi de développer les terrains dans leur logique propre, en fait, et en réfléchissant par cas, quoi. Et en se centrant sur un seul cas et en étant dans une logique plus monographique, puisqu'on a volontairement pris le contre-pied de cette démarche-là. Donc en réalité, il y a énormément de pistes encore à creuser. Donc là, on va faire que finalement piocher un certain nombre de possibilités parmi beaucoup d'autres. Et donc c'est le travail qu'on est en train de faire actuellement. Donc il y avait l'idée de travailler notamment sur ces entrées là dans la culture pour enfants, en réfléchissant à la socialisation antérieure et à l'accession à la vie d'artiste qui est assez compliquée. Il y a aussi sur le terrain des albums beaucoup de choses moi que j'aimerais bien travailler, notamment en termes de cartographie du monde éditorial, et qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire là dans le cadre de l'ouvrage. Et puis d'une manière beaucoup plus générale, c'est vrai que j'aimerais aussi poursuivre
cette réflexion-là sur la circulation des modèles éducatifs et des définitions sociales de l'enfance, notamment entre école et milieu de la culture. Ça, c'est une question que j'aimerais bien poursuivre, donc de plein de manières différentes. Il y aurait plein de possibilités de le faire, mais notamment en réfléchissant à l'historique des politiques de démocratisation culturelle et de démocratisation scolaire, sur quel savoir notamment académiques se sont appuyées ces politiques de démocratisation culturelle et scolaire, et donc comment éventuellement il y a des influences communes à ces politiques, et pourquoi on va retrouver autant finalement de communs dans ces deux politiques publiques-là. Donc tout ça, c'est une réflexion, je pense, qui est encore à mener et qui pourrait permettre de donner des éléments là, sur cette circulation qui est très importante. Pareil, aller continuer à enquêter du côté des pratiques professionnelles, autant du côté scolaire que du côté des professionnels de la culture. Donc ça, c'est autant de chantiers, j'en oublie sûrement, mais qu'on a pu évoquer ensemble. Moi, j'ai l'impression que j'avais commencé à travailler sur les pratiques culturelles des lycéens, des adolescents, et où je m'intéressais plutôt, je pense, à des choses qui étaient liées à des offres du marché économique, quoi. Et les offres institutionnelles, ça a plutôt été un moyen de trouver de l'argent pour financer des recherches au départ, c'était assez rare que plutôt des maisons de disques me contactent pour me dire ça t'intéresserait pas de faire une étude, ça n'est pas arrivé. Alors que l'inverse pouvait être vrai. Là d'ailleurs le bouquin le prouve encore. Ce qui est quand même frappant, c'est que je me suis intéressé de plus en plus à un élément spécifique du travail de l'offre institutionnelle vers les adolescents que ne font pas les acteurs du marché en général, qui est celui de la conversion, où on n'essaye pas de trouver les clients pour son offre, mais on a une offre qu'on estime de qualité, et on essaie de convertir une demande vers son offre, d'une certaine manière. Et cette dimension-là d'une tentative de la conversion, c'est un peu ce que j'ai retenu. C'est en partie des choses qui étaient intéressantes pour moi dans le livre et qui étaient transversales à plusieurs terrains. C'est-à-dire comment on essaye de faire opérer cette conversion. Et du coup, le concept de médiation, il sert à ça. Et ça, c'est plutôt cet aspect-là, moi, que je pense que j'ai envie de décliner maintenant, des formes de... Comment s'opèrent des formes de conversion, comment des gens essayent de faire s'opérer des formes de conversion. Est-ce qu'on va retrouver les mêmes choses? C'est-à-dire, typiquement, je m'attends à retrouver des choses sur lesquelles des croyances dans un ordre légitime font que l'objectif de la conversion semble évident et n'a pas besoin d'être discuté. Des formes de confusion entre objectifs et moyens quand la conversion est très difficile à opérer, qu'au bout d'un moment, quand on a une tâche professionnelle spécifique, on se concentre là-dessus. Donc ça, c'est des choses qui représentent en soi déjà, pour ma part, sur l'objet, plutôt des pratiques liées aux thématiques écologiques, par exemple, qui représentent une ouverture super, quoi. Quand tu évoques la conversion, ça me fait penser à aussi un des résultats que j'avais trouvé très intéressant dans le livre, qui était cette idée qu'il fallait convertir et ensuite il fallait effacer en fait l'acte de conversion, comme si, donc c'était l'idée de faire venir des jeunes, puis faire comme si en fait ils étaient venus par eux-mêmes, avec ce paradoxe qu'il fallait vraiment faire comme si ça venait d'eux. Et je trouvais que c'était un de vos résultats vraiment frappants aussi. Ouais, en tout cas, avant ça, dans les dispositifs de cinéma que j'avais analysés, il y avait vraiment le rêve ultime que je pointais du dispositif, c'était de faire en sorte de former des gens qui allaient ensuite voler de leurs propres ailes, au sens où le but c'était justement d'opérer une conversion totale, au sens où on ne se dit pas après que les choses se valent, par exemple, ou qu'on fait une puis l'autre, mais que l'état d'après fait qu'il n'y a plus que ce monde-là qui compte et le monde d'avant a plus ou moins disparu. Donc, le mécanisme artificiel de la conversion, il va pas avec ça d'une certaine manière. Il faut que ça ait l'apparence du déclic magique qui s'opère chez les individus qui sont socialisés pour être convertis. Et si ça se fait pas comme ça, quelque part, ça peut pas marcher. Je trouvais que tout rentrait là-dedans et qu'il y avait vraiment une expression qui était très, très caractéristique dans les milieux institutionnels, qui étaient planter la graine. Donc quand on voit que la conversion ne s'opère pas tout de suite, on se dit on a peut-être planté la graine pour plus tard. Et planter la graine, c'est vraiment l'idée que ça va germer tout seul. Et quelque part, la conversion va s'effectuer selon les modalités de ce déclic magique, pourtant qu'on a produit à travers uniquement un cadre artificiel. Et y compris potentiellement sur un sol pas du tout fertile, au sens où il n'est pas du tout socialisé pour que la graine pousse. Donc c'est un peu comme si là je balançais une graine sur le béton ciré et je disais je vais partir, je reviendrai dans 2 ans, on verra bien. Si je fais rien, peut-être ça va pousser tout seul. C'est vrai que c'est quand même c'est fascinant du coup. La croyance magique globalement, portée notamment là dans le cadre de la culture par la légitimité culturelle, elle crée ce genre de phénomène fascinant un peu, je pense.
Oui, en fait, je pense que c'est aussi à remettre en perspective avec cette invisibilisation de la démocratisation culturelle qu'on a évoquée précédemment, puisqu'on est beaucoup moins sur la transmission de contenus précis qui correspondra à des contenus culturels légitimes, mais beaucoup plus sur la transmission d'un rapport à la culture. Et donc du coup, si on transmet un rapport à la culture, ça implique que les publics aient intériorisé de manière profonde ce rapport à la culture. Et que donc, ça se décline ensuite dans toutes leurs pratiques culturelles, y compris leurs pratiques culturelles autonomes. Donc c'est vraiment à mettre en lien aussi avec cette évolution de la démocratisation culturelle. Merci beaucoup pour vos réponses. S'il n'y a plus de questions dans la salle, nous allons pouvoir clore. Ah si, allez-y. Avec un micro. Oui, là, quand vous parlez des suites que vous voulez donner à ces travaux-là, vous l'envisagez à titre de recherche personnelle ou vous donnez une suite à l'ensemble du collectif pour conduire ces travaux? En fait, là, on est beaucoup plus dans quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire que quand il s'agit des données de l'ouvrage, en général, si quelqu'un a une proposition à faire, il va la faire à l'ensemble du collectif. Et puis ensuite, on participe à géométrie variable. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de projet dans lesquels on serait encore à nouveau tous les 8. Mais voilà, on fonctionne en général par 2, par 3, voire par 4, mais on est toujours dans cette dynamique de projet collectif, même si on fonctionne souvent par sous-groupe, plutôt que dans l'entièreté du collectif. Ce qui est assez quand même difficile à mobiliser tel quel, quoi. Parce que pour une communication à 8, c'est pas forcément simple. Puisque c'est un travail assez fastidieux, comme on l'a aussi expliqué, et puis que selon les propositions, ça rejoint plus ou moins les intérêts des uns et des autres, sachant que je pense que chacun a ses marottes aussi dans l'ouvrage et qui ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre, quoi. Non, j'allais juste dire que ça serait super quand même de pouvoir faire des moments où on puisse discuter entre collectifs, essayer d'écrire ensemble et se demander comment on fait pour travailler exactement ensemble. Muriel Mille avait déjà eu un peu cette expérience-là, donc elle pouvait nous dire, nous, dans le collectif 11, on faisait comme ci, comme ça, quoi. Mais de fait, il y a quand même un peu l'idée que la science est un travail plutôt collectif que tout seul. Et quand on essaie de le faire, on est là, genre, c'est quand même assez relou. Donc ça serait pas mal d'arriver à quand même capitaliser des trucs qu'on apprend sur le fait de travailler en collectif pour qu'on arrive à le remettre en œuvre sans repartir de zéro, et puis peut-être d'arriver à produire des choses qu'on ne ferait pas tout seul quand même, ça serait bien ça. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à ces rencontres du RT14 sur l'actualité de la sociologie des arts et de la culture. On se souhaite collectivement plein de belles enquêtes en groupe qui, on l'espère, donneront d'aussi belles contributions que la vôtre. Et on vous présentera le programme des prochaines rencontres pour le premier semestre 2022-2023 au début de l'été. Merci beaucoup. Merci.